Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous nous entendez convenablement? Parce que Clément, comme vous le pouvez le voir, est en visio Eh aujourd'hui. oui, je suis dans la matrice, tel un guest. Et donc voilà, si vous nous entendez bien, ok nickel. Aujourd'hui, on va vous parler de surtout deux films. Enfin, c'est deux sorties qui datent de la semaine dernière. C'est Dos Madres et Hit the Night, qui sont des petits films. En fait, c'est pas du tout une grosse journée d'actu. C'est pour ça que Clément, Eh oui, journaliste d'investigation sur place, va voir pour vous les grosses sorties et vous en parle c'est ma grandeur malgré d'âme, que voilà, me pousse. personne d'autre n'y aille, surprenamment. Donc tu as vu, est-ce que tu veux commencer par Long Legs? Allez, commençons par Longlegs, qui est, je crois, celui des deux qui est sorti il y a le plus longtemps. Oula, le trailer est gigantesque, il nous Trailer terrifie. gigantesque, il est là pour vous. Et ouais, Trailer Longlegs, gigantesque. alors, anecdote. Sais-tu qui est le réalisateur de ce film? Non. Il s'appelle Oz Perkins, et en fait, c'est le fils de Anthony Perkins, le mec qui joue dans D'accord, Psychose. Voilà. ok, C'est tout, c'est marrant. un peu marrant de savoir ça. Long Legs, j'étais un peu intrigué. Donc il y a un côté comme ça, un peu elevated horror, comme ça dans le trailer. Voilà, quelques visions un petit peu qui m'attiraient. C'est pas un film très réussi, mais je dirais que le film commence très bien et dégringole jusqu'au vraiment pas terrible. Ok, En gros, le pitch, pour faire très simple, c'est une enquête sur une série de meurtres un petit peu mystérieux où un père de famille assassine toute sa famille, mais il n'y a pas de trace de d'effraction à part une lettre laissée par un tueur qui signe Long Legs. Et donc, il y a une jeune enquêtrice du FBI qui enquête là-dessus. Et en fait, apparemment, elle a des sortes un peu de pouvoirs. Enfin, en tout cas, elle a une sorte d'intuition un petit peu spéciale. Et on comprend assez vite que elle a une relation intime avec cette affaire. Voilà, après, tout se dévoile progressivement. Et le film commence très bien parce que, en fait, ça commence par une scène qui, on va dire, de flashback, enfin, en tout cas, qui est un moment où Longlegs débarque sur une propriété et rencontre une petite fille, donc une sorte de tout petit prologue comme ça, un petit peu, voilà, qui fait peur. Et on sent quand même que Os Perkins est pas enfin, est pas si mauvais cinéaste, puisqu'il y a quand même un truc un petit peu dans l'étrangeté du découpage que je trouve assez réussi, et ça marche très bien en tout cas dans cette première séquence où, même si voilà, c'est les images qu'on voit très blanches dans la neige, qui sont dans ce format vignetté là, et on sent quand même que dans le choix des axes, le choix des focales, le timing des cuts, il y a un peu un truc où, même si la petite fille est dans sa maison, on sent qu'un peu comme si l'espace ne lui appartenait pas, quoi. Et pendant tout le film, il arrive à cultiver un petit peu cette espèce d'étrangeté dans la façon de cadrer, qui est louable, je dirais. Le truc, c'est que ça marche surtout au début, parce qu'ensuite le film se trouve obligé un peu de dissiper son mystère, parce que à partir du milieu du film, on sait qui est Longlegs, et il y a même des séquences où on est avec Longlegs et plus ok, avec ouais. l'inspectrice. Longlegs qui est joué par Nicolas Cage, qui cabotine vraiment terriblement, et même, voilà, Dieu sait que je l'adore, mais là c'est cata. Et en fait, on sent que Os Perkins, il est assez à l'aise dans l'atmosphère du film, mais dès que c'est dérouler un récit, ça devient hyper laborieux. Et surtout là, on sent que le film n'a plus du tout de cartouche, et on se retrouve à regarder un petit peu une compilation un peu de clichés du cinéma d'horreur à base de le diable, les nonnes, les infirmières maléfiques. Il y a tout un truc avec des poupées, et on sent que voilà, le film vraiment s'effiloche progressivement. Donc voilà, enfin, toute la deuxième moitié du film est vraiment ratée. Mais je me dis, si quelqu'un un jour file un très bon scénario à Os Perkins, ça pourrait donner un truc. Voilà. En tout cas, si vous avez Ok, l'occasion de voir, je sais pas, sur YouTube, ok. dans quelques mois, les 3 premières minutes, juste le petit prologue avant l'apparition du titre, c'est bien. Voilà. Et après, c'est de moins en moins bien. Et tu as aussi vu un autre petit film. Enfin, j'ai l'impression que les gens en parlent pas beaucoup de celui-ci, alors que c'est une sorte de licence qui maintenant commence à s'ébruiter. Enfin, qui en tout cas, Petit jeu de mots que tu nous c'est fais, Louis Claire. exactement, exactement. Moi, je suis un rigolo. C'est, attention, Touk, Sans un bruit jour 1. Et oui, tout à fait. Oh, le Donc la logo, suite il est énorme, il est moche. des deux premiers réalisés par notre cher ami John Krasinski. John Krasinski, tout à fait.
Et là, Et cette alors fois-ci, c'est un autre cinéaste aux commandes. ouais, mais qui finit aussi en ski. C'est Michael Sarnowski qui a réalisé le film, qui est Ok. le mec qui avait réalisé Pig. On parlait de Nicolas Ah, Cage on parle de juste Nicolas avant. Cage. J'ai D'accord. pas vu Pig, mais le film avait un peu une petite réputation. C'est Et, vrai. euh, et je n'ai pas vu les autres sans un bruit, donc je pourrais pas comparer. Mais C'est plutôt comparer les mid. styles. Enfin, j'ai vu que le premier, mais c'est carré, quoi. C'est classique, ça déborde Ok. pas d'originalité, mais ça fonctionne. Donc, Ok, bah écoute, c'est un peu ce que je me suis dit devant ce Sans un bruit jour 1 qui a la particularité du coup de se passer en ville. Là où si j'ai bien compris, le premier film était plutôt à la campagne, même si je crois que dans le 2 on voit un petit peu l'arrivée des aliens. Là, c'est vraiment sur le moment où débarquent donc ces aliens qui sont sensibles au moindre son. Et donc, il y a d'emblée un petit peu l'idée de jouer sur une forme de contraste entre un petit peu l'ampleur de la ville, les bruits de la ville et le personnage principal, qui va être un petit peu ce petit être perdu dans ces grands décors, sachant que la particularité, c'est que donc, Lupita Nyong'o, l'actrice qui joue le personnage principal, elle joue un personnage qui a un cancer. Et donc, ok. on- sa mort est programmée, donc finalement, elle est peut-être un peu moins, enfin, impactée différemment, on va dire, en tout cas par cette menace de fin du monde, puisque de toute façon, elle sait qu'elle va pas vivre encore très longtemps, et au contraire, va rencontrer un personnage masculin qui, du coup, lui, est très peureux et voilà, a très peur de mourir. Donc, il y a un petit peu une dynamique comme ça entre les deux personnages. Et je trouve que c'est un film, comme tu l'as dit, assez classique. Enfin, en tout cas, voilà, disons, c'est un peu ce qu'on attend de ce genre de film. Mais je me suis quand même dit que Sarnowski était. Enfin, il était là, quoi. Il se posait la question de comment mettre en scène les séquences d'horreur au mieux. C'est jamais des trouvailles énormes, mais on sent il est toujours là et il est là pour les bonnes raisons. Hein. Il y a tout un développement entre les deux personnages qui est presque un peu un truc de mélo, enfin qui raconte un peu le passé du personnage principal. C'est pas, enfin c'est assez mièvre, c'est pas très réussi, mais on sent que c'est ça qui m'intéresse quand même, c'est écrire des personnages, filmer ces personnages. Il y a une scène assez longue qui en fait constitue presque plus le climax du film que le véritable climax, qui est une pure scène entre ces deux personnages dans un espèce de club de jazz vide. Et donc voilà, je me suis dit, ok, il est quand même. On sent il y a quand même quelqu'un qui s'est posé la question, qui s'est appliqué vraiment à se dire, ok, certes, voilà, j'hérite d'un projet qui est le Xème film d'une franchise très codifiée, mais je vais quand même essayer de faire au mieux. Il y a quelques plans que je trouve vraiment bons, notamment un où bon, décrit, ce sera pas très impressionnant, mais il y a un effet assez intéressant dans le film où dès qu'il y a un bruit, toutes les créatures se ruent vers ce bruit, et donc Mhm. quand les personnages se cachent, c'est comme s'il y avait une espèce de, comme s'il y avait une horde de taureaux, tu vois, qui défilent dans les rues, et Mhm. donc ça fait tout un tas de nuages de poussière comme ça. Et donc il y a un moment où il y a un jeu comme ça où un monstre disparaît derrière le nuage de poussière, et on passe notre temps à attendre finalement est-ce qu'il va y avoir un jumpscare, etc. Et finalement le monstre ne réapparaît pas, et en fait c'est presque pire parce qu'on se dit il peut être partout, il peut être caché partout. Et donc il y a quelques moments comme ça où on se dit, c'est quand même plein de bonnes petites idées de séquences d'horreur qui font que c'est un divertissement calibré, mais quand même assez bien ficelé, quoi. Ok, ok. D'ailleurs, c'est à toi Clément. Est-ce que tu es sûr d'avoir réglé ton bon micro sur le site ou pas? Alors, Mini non, détail, seulement pour être normalement, sûr. normalement oui, mais Ok, c'est juste une curiosité pour être sûr. je peux vérifier. J'ai bien microphone H5 de régler. Ok, ok, bah Tac. c'est bon. Voilà. Normalement c'est bon. Mais Ok, très bien. Donc, maintenant ces deux petits films passés, on passe au premier film un peu d'actu dont on voulait vous parler. En tout cas, Clément, c'est toi qui l'as un peu repéré en premier. Je sais pas si c'est par curiosité que tu es allé le voir, si c'est sous conseil d'une équipe ou d'une autre. ouais, c'est ça. C'est un peu en ayant lu le texte de Criticat que du coup j'ai eu la curiosité d'aller voir Dos Madres, hein, Dos qui est le Madres. premier film de Victor Iriarte, je suppose que ça se prononce, Donc puisqu'il est film, tout à fait comme le espagnol. titre peut l'indiquer, espagnol, voilà, tout à fait. Même si ils ont un peu fait ce truc qu'ils font avec les films américains où c'est un titre en espagnol, mais c'est pas le titre original. Oui, pour que ce soit Euh, un truc espagnol que les gens mais comprennent que les gens facilement. comprennent exactement. Ouais. C'est Sobre todo la noche, si je me trompe pas, en Ça espagnol doit être ça. Ouais. original. Ce qui veut à peu près dire, traduit en français, seulement la nuit. J'en ai aucune idée. Je parle pas un Surtout mot la nuit, espagnol. surtout la nuit, surtout la nuit, pardon.
Tu nous le résumes brièvement? Bien sûr, écoute, c'est un film qui commence un petit peu, on pourrait dire, presque comme un thriller. Où Mhm. on suit une femme, alors je vais retrouver le nom des personnages pour pas dire de d'ânerie, une femme qui s'appelle Vera, Vera. Mhm. qui s'est fait prendre son fils sous le régime franquiste et va essayer enfin, est déterminée à le retrouver. Donc c'est une femme qui a une cinquantaine d'années et voilà, on comprend que ça fait depuis la naissance de son fils, qui aujourd'hui doit avoir à peu près une vingtaine d'années, qu'elle ne l'a pas vu et qu'elle n'a pas pu retrouver sa trace. Et donc en fait, elle est employée d'un tribunal et elle a utilisé un petit peu sa position pour amasser des documents qui sont a priori tenus plutôt secrets. Et donc elle va essayer de retrouver son fils qui s'appelle Egoz. Donc ça, c'est un petit peu le début du film, et il y a une sorte un petit peu de basculement ensuite où on va plutôt passer du côté du fils qui se retrouve contacté donc par sa mère biologique, lui qui a été adopté par une femme qui s'appelle Cora, qui est jouée par Anna Torrent. Et le film va enclencher comme ça un peu une sorte de mélodrame, hein, qui est quand même un petit peu le cœur du film, entre ces trois personnages, hein. D'un côté, cette mère qui avait perdu son fils, et de l'autre, une mère adoptive qui en fait n'avait pas conscience qu'elle arrachait un enfant à sa mère. En fait, on Oui. lui avait elle aussi menti. Euh, et donc elle ne savait pas que voilà, en fait elle prenait de façon illégitime un enfant. Et donc ces trois personnages vont ensuite se réunir et un petit peu voilà, reconstituer une espèce de cellule familiale bizarre à deux mères. Donc. Donc comme tu l'as dit, le film il est un peu structuré. Il est structuré de façon un peu étonnante. Il est en chapitres, en Mhm. trois chapitres principaux, plus une sorte de post-scriptum. Il me semble que le chapitre Oui, 4 tout s'appelle à comme fait. ça. Ouais. Et qu'il est donc construit autour des lettres que les personnages s'envoient, en tout cas sur les deux premières parties, et que la troisième a lieu au moment de la rencontre. Et cette fois-ci, il n'y a pas de lettres, si je ne m'abuse, vraiment juste une sorte de moment quotidien Mhm. où les trois personnes se retrouvent, se rencontrent. Moi, ce qui me saute aux yeux et ce qui crée en fait une barrière vis-à-vis du film assez rapidement, c'est que le film est extrêmement formaliste, qu'il est très très tourné autour de la conception des plans, quoi. Vraiment, tu sens que chaque plan est hyper travaillé, hyper réfléchi. Il y en a beaucoup qui sont très beaux, plastiquement ou même poétiquement. Il y a des intentions, il y a des sensations qui s'en dégagent. Mais que, comme tu l'as dit, on est quand même dans un mélodrame et dans quelque chose qui est quand même plutôt proche de l'émotionnel. Et moi, c'est un film dans lequel j'ai pas réussi à rentrer justement à cause Un peu de de cette sorte vernis. Ouais. ouais, de filtre, de cette couche de verre comme ça qui m'empêche vraiment d'être émotionnellement touché, même si je le suis plastiquement. J'ai une sorte d'émotion, de beauté artistique, quoi. Je reconnais le talent du cinéaste d'inventer des plans. Je sais pas si c'est son premier film d'ailleurs, mais, Il me semble que c'est son premier film. Ouais. mais en tout cas, il y a quelque chose, comme les deux premiers films dont tu as parlé en intro, quelque chose à regarder, à continuer à situer chez ce cinéaste qui a visiblement pas mal d'idées. On voit dans la bande-annonce le tout premier plan du film qui pour moi est absolument extraordinaire, qui est une idée, justement, on voit cette femme enfin cette femme, on sait pas vraiment en fait, c'est une main de femme seulement qui glisse suivant des chemins sur des cartes sinueuses et dont le tracé est suivi dans un long travelling où elle change de carnet, de carte, en tout cas elle trouve une sorte de continuité, et arrivée au bout de cette continuité, elle va continuer à tracer avec le doigt son chemin, mais cette fois-ci sur une sorte de table de marbre noir, où elle va continuer à suivre, mais cette fois-ci les marques blanches sur la table, Mhm. et qu'une autre main va intervenir, une main avec une autre montre, donc on se doute que ce n'est pas la main droite de la personne, et cette main va l'accompagner, va en fait l'aider à trouver son chemin, et on ne sait pas encore de qui il s'agit, on comprendra dans la troisième partie, grâce au retour des gros plans sur ses mains, que c'était les mains des deux mères, donc qui dès le début du film en fait cherchent et cèdent à chercher à la fois l'une l'autre et à la fois leur rapport à leur maternité. C'est tout le projet du film. Tout à fait. Et tu parlais voilà, de un peu cette barrière que tu as sentie au niveau de l'émotion. Et autant moi, le film m'a plutôt ému, autant effectivement, j'ai pas, je sais pas comment dire, j'ai pas pleuré, par exemple, devant le film, quand bien même je l'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que j'ai l'impression que il cherche aussi une forme de pudeur
où, sans se détourner de l'émotion réelle qu'il y a entre ces personnages, il le passe un petit peu au filtre d'une sorte de douceur qui passe aussi peut-être par cette espèce de vernis plastique, on pourrait dire très chiadé. Je pense notamment à une des péripéties qu'on pourrait attendre, c'est la rencontre entre ces deux mères, hein, qui pourrait être peut-être conflictuelle. Voilà, une mère vient récupérer d'une certaine façon son enfant, etc. Et en fait, pas du tout. Le film esquive complètement cette. Oula, Tout va bien, je survis. esquive complètement ce qui pourrait être un point dramaturgique, on va dire, pour au contraire faire de cette rencontre vraiment une sorte d'entraide, comme tu l'as dit, presque une sorte de sororité entre ces deux mères. Et je trouve que le film, effectivement, euh, alors pour ma part en tout cas, réussit à ménager à la fois une douceur et trouver un petit peu des idées visuelles et plastiques qui seraient comme des sortes de périphrases, si tu veux, pour atteindre cette émotion sans jamais tomber dans le pathos. Et ça, je trouve que le film est quand même finement dosé, puisque, alors, on voit quelques moments des personnages qui pleurent, etc. Mais tout passe un petit peu par le filtre comme ça toujours d'idées, voilà, de mise en scène. Et je pense finalement à la structure même du film qui, comme j'ai dit, commence un petit peu comme un thriller avec ce personnage qui cherche. On la voit marcher dans des couloirs sombres, faire des échanges un petit peu mystérieux dans la nuit. Donc il y a voilà, voilà, les codes un petit peu du film de genre comme ça qui sont convoqués. Et en fait, c'est presque pour dissimuler la détresse finalement profonde que ressent cette femme. Il y a notamment cette idée, comme tu l'as dit, des montres au poignet, où elle en fait a deux montres, comme si finalement elle était un petit peu restée bloquée dans une autre époque qui serait le moment où on l'a séparée de son fils, et donc voilà, qu'elle n'est pas tout à fait aux prises avec le moment présent, elle n'est pas tout à fait complète. Et donc je trouve que le film arrive comme ça à ménager un espace pour ces personnages sans que voilà, j'ai l'impression d'une intrusion, d'une émotion qui est forcée. Hein, il y a notamment une scène un peu plus tard que je trouve assez belle où donc Vera retrouve Egoz et tous les deux discutent. C'est un peu un des premiers moments où on les voit vraiment tous les deux discuter, et ils se mettent dans une voiture. Et donc on a le pare-brise qui fait comme une sorte d'écran un petit peu, voilà, comme une sorte de couverture, de reflet de lumière, etc., comme pour leur ménager un petit espace intime qui leur appartiendrait à eux. Et en plus, il y a tout un truc assez joli où lui dit que finalement, il sentait comme ça une absence et il avait l'impression que dans un film, il pourrait voir sa mère surgir du fond du plan. Donc il y a comme ça cette idée de comme si voilà, ils utilisaient une forme de récit pour masquer leurs blessures, un peu de la même façon que la mère s'imagine presque dans un film d'espionnage, plutôt que voilà, d'être seule avec sa tristesse, quoi. Et ce qui est surprenant, c'est que malgré que ce soit donc un mélodrame, et qui est d'habitude correspond plutôt à des gros plans sur des visages, à essayer de faire jaillir l'émotion, là on est souvent dans des plans un peu plus reculés. Comme tu le dis, on prend un peu de la distance, on Mhm. laisse les personnages vivre, et il réserve les gros plans aux mains. Les mains dont j'ai parlé pour ces plans sur les cartes que vous voyez en ce C'est moment même, Bresson. c'est ça. Mais aussi, la bande-annonce en est pleine de gros plans sur des mains qui touchent, qui sentent, qui ressentent. Et on sent comme ça que le film est d'une grande délicatesse. Et même ces personnages ont tous des rapports au toucher. L'une des mères est dactylographe, comme tu l'as dit. Donc on s'intéresse pendant un temps, pendant une séquence que j'aime beaucoup, où on essaye de comprendre un peu comment marchent ces machines spéciales de dactylographe de tribunal, qui ont l'air d'être des sortes de petits pianos plutôt que des claviers. Et donc l'autre mère, elle fait du piano comme le fils, et viendra une séquence plus tard dans le film où les trois feront du piano ensemble, comme si en fait depuis le début, même si Yells avait vécu dans des endroits différents, des vies différentes, ben, tout le monde se réunit en fait autour du toucher, tout le monde peut se sentir, tout le monde peut s'appréhender. Ouais, il y a une idée que je trouve magnifique, qui est vraiment un peu voilà, cette façon enfin, qu'a la rencontre des trois personnages de faire comme s'ils se complétaient un petit peu les uns les autres, puisque si je ne m'abuse, le, le Vera, donc la mère qui a perdu son enfant, on l'entend en voix off, puisqu'elle écrit donc une lettre qui donne son nom au chapitre, mais elle ne prononce pas un mot avant une scène très tardive dans le film, qui est le moment où elle retrouve son fils. Mhm. Et en fait, il y a un truc très très joli, je trouve, qui se noue autour de ses mains, etc. Puisque finalement, elle est dactylo, donc son métier c'est de taper sur des touches, mais qui ne doivent pas faire de bruit, puisqu'elle est dans un tribunal, et donc il faut absolument pas perturber ce qui se passe. Alors que l'autre mère, elle, est prof de piano. Donc on la voit apprendre à des gens à faire de la musique. D'ailleurs, une des premières scènes où on la voit même, enfin elle-même
c'est dans une sorte de chorale. Donc voilà, elle aurait la voix, mais finalement on ne la voit pas jouer du piano elle-même. Et donc il y a un peu l'idée que finalement ces deux femmes vont se rencontrer autour de cette scène, qui est d'ailleurs celle qu'on voit sur l'affiche, où effectivement les trois vont ensemble jouer du piano. Et je trouve que ça fait un fil directeur très très beau, puisque d'ailleurs c'est aussi marqué sur l'affiche, mais je m'en suis rendu compte après avoir vu le film. C'est marqué, c'est un thriller, c'est un mélodrame, c'est un film de fantôme. Et je trouve qu'il y a cette idée très belle de dire que effectivement, c'est comme si ces deux mères étaient un peu le fantôme l'une de l'autre, hein. Vera serait le corps qui n'a plus sa voix puisqu'on lui a pris son fils, et l'autre serait la voix mais à qui il manque un toucher parce que finalement, voilà, ce fils n'est pas vraiment le sien, en tout cas biologiquement, et donc voilà, il lui manque aussi une part de vérité. Et ça, je trouve que c'est très très beau. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu ça que le film essaie de faire aussi dans son dénouement, qui est un peu une scène de braquage, et donc qui a cette idée, on les voit un petit peu dans la bande-annonce, faire ces gestes où finalement toutes ces mains qui étaient en quête d'un chemin vont trouver cette espèce de terrain commun pour s'accorder, et voilà, une sorte d'harmonie de gestes retrouvée. C'est un peu comme ça que je me le raconte, parce que je trouve quand même que la fin est un peu moins réussie que le reste du film. Enfin, en tout cas, c'est comme s'il il revenait à ce film de thriller alors que on avait un peu abandonné cette amorce, ce prétexte plus tôt dans le film. Donc c'est une phase que je trouve un peu moins solide, mais voilà, qui n'entache pas pour moi le reste du film. Et d'ailleurs, tu parles de film de fantôme, le dernier plan du film raconte ça aussi. Comment est-ce que au début des mains n'avaient rien à jouer et comment est-ce qu'à la fin le jeu se fait maintenant tout seul sans les mains. Et pour revenir aussi sur un détail du film que j'aime plutôt bien, c'est comme le révèle le titre français Dos Madres, c'est qu'en fait le personnage du fils, même s'il est central à l'intrigue, il est plutôt secondaire dans l'histoire de l'amitié entre ces deux femmes qui va se nouer dans l'acte 3, qui va passer donc par le fils comme un catalyseur et qui en fait Mm. vont se retrouver elles deux et découvrir, oui, c'est presque une sorte de couple qui se forme autour de un seul et même enfant, deux femmes qui n'ont pas vécu ensemble, qui n'ont pas élevé d'enfants ensemble, mais qui deviennent toutes deux mères d'un même enfant. Ouais, tout à fait. Il y a cette idée presque que voilà, elles étaient toutes les deux incomplètes, même si l'une c'est un peu sans le savoir. Et donc finalement, voilà, le film c'est enfin, comment dire, ça raconte en creux la séparation qu'ont vécu ces femmes, mais finalement surtout leur réunion. Et à ce titre, il y a un des procédés du film que je trouve vraiment très très beau, qui pareil pourrait sembler un petit peu, je sais pas, précieux, un peu coquet, enfin en tout cas voilà, tomber dans un truc un peu de joliesse, qui est le moment du vignettage, hein. Donc il y a un segment du film qui est intégralement vu à travers un vignettage rond qui couvre une bonne partie de l'écran. Et effectivement, enfin, on va dire que dans un premier temps, ça raconte en plus l'isolement du fils qui se rend compte que voilà, il a une mère qu'il avait perdue, etc. Donc on pourrait dire que c'est un peu lourd ou c'est un peu tautologique, mais déjà, je trouve que enfin l'arrivée de ce procédé est hyper maline. Et là, je me suis dit, c'est quand même vraiment faut avoir un peu de génie quoi pour trouver cette façon-là, puisqu'en fait, le premier plan où il y a le vignettage, c'est un plan où la caméra s'élève. Alors je crois que c'est à San Sebastian à ce moment-là, où la caméra s'élève comme ça dans les hauteurs de la ville, et donc on se dit ah finalement est-ce que ce vignettage est-ce que ce serait pas le hublot d'un funiculaire comme ça, ou en tout cas la vitre d'un véhicule qui monte en hauteur. Et donc c'est par cette espèce de un peu de prétexte que on en vient à toute la partie vignettée, voilà, qui est peut-être une entrée en matière comme ça que je trouve très jolie. Et ensuite, effectivement, le vignettage suit le fils qui à ce moment-là part chercher sa mère biologique, mais ensuite sa mère adoptive entre aussi dans la séquence, et elle aussi est filmée à travers ce vignettage. Et en fait, finalement, les deux se retrouvent cadrés ensemble à travers ce vignettage. Donc en fait, au début, on se dit, bon, si c'est juste pour dire que le fils se sent seul, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu dérisoire. Mais en fait, on comprend que c'est quelque chose de plus fin, et qu'en fait, il y a une espèce d'absence qui navigue de l'un à l'autre, et que finalement, eux deux, en tant que binôme indivisible presque, parce qu'il n'est jamais question de remettre en cause le lien réel qui les unit, en tant que binôme comme ça, ils ont besoin d'être complétés par ce troisième personnage, quoi. Et c'est ça que je trouve assez beau dans le film, c'est qu'il y a toujours une idée, je dirais presque ludique, pour nous faire comprendre les sentiments, qui fait que bah, on peut jamais tomber dans le pathos, quoi. Et ce qui est surprenant avec cette séquence, avec le cadre rond comme tu en parles, c'est qu'en fait, vu que l'aspect du film devient très formel, très formaliste, ce qui s'y passe,
tout d'un coup est beaucoup plus proche des personnages. Et c'est en fait le segment que j'ai préféré moi personnellement du film, où Mhm. j'étais le plus proche émotionnellement. Et comme tu le dis, ça révèle un petit peu aussi mes limites, c'est-à-dire que on est beaucoup dans un aspect ludique de comprendre les plans pour comprendre les émotions, plutôt que les capter directement, plutôt que d'aller chercher chez les personnages ou dans les événements des moments touchants, des moments beaux. Enfin, c'est c'est un peu ce sur quoi on va Mhm. retourner notre débat sur le film 2, qui, euh, qui ne va pas tarder. J'ai un peu envie de passer au quiz déjà, parce Ah bah oui, que là, on tu parle parlais on du parle de vignettage. ratio, Ouais. donc voilà. Étonnant projet que je vous propose aujourd'hui. C'est un Tiens. tournoi des meilleurs ratios de cinéma. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais si on devait en choisir qu'un, si on devait en garder qu'un... Ah, attends, faut que je me décale. Ah oui, tu mords sur le cadre. Ah oui. Attends, j'avais pas prévu ça. Attention. Euh, Zwip, Sinon, est-ce que tu peux pas c'est du live. dézoomer sur la page Google Chrome? Tu veux dire se mettre comme ça? Euh, Alors, j'ai un petit décalage parce que je. Alors oui, 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 oui. soit comme ça, oui, ça peut marcher. Oui, comme ça, Attends, c'est tac, très bien. tac, Ouais. tac. Éditer la transformation, rogner à gauche. Et je précise en attendant que, évidemment, ce qu'on appelle le ratio, donc c'est voilà, les dimensions que vont prendre le cadre, qu'on exprime généralement par un nombre qui correspond à la largeur divisée par la hauteur du cadre. D'ailleurs, bon, tu as placé tes deux petits points de façon un peu cavalière, puisque ce serait plutôt 1,33 Oui, 2.1 si on voulait oui, oui, l'écrire tout à fait, tout de à fait, façon tout à complète. fait. Mais voilà, ça désigne le Oui, rapport entre oui, la largeur et la hauteur. j'ai fait tout à fait une erreur. Normalement, c'est 1,33, 2.1 pour être plus logique. Et généralement, on connaît plutôt ça sous les 4 tiers, 16 Voilà, neuvièmes, exactement. etc. À chaque fois, ça revient à Auquel faire une fraction. correspond... voilà, donc on vous met des petits plans de films pour voir les correspondances. Ici, on a Les raisins de la colère à gauche contre La fureur de vaincre à droite. Donc C'est presque une. 1,33, Est-ce que la fureur de vaincre, c'est pas avec Bruce Lee? fureur de vivre. La fureur de vivre, exactement. C'est pas, Donc c'est oui, presque un quiz dans le quiz, trouver les films. on a le 1,33 qui est donc le format classique académique de la pellicule. C'est le format qu'on a beaucoup vu, notamment à partir des années mi-20, à partir du développement du 35 mm, jusqu'à, on va dire, ouais, les années 60, où commence à devenir Mhm. d'autres formats sur lesquels on reviendra plus tard. Et on a à côté le 2,55, qui est un format un peu plus funky, qui a pas beaucoup duré, qui était donc là, comme vous pouvez voir, donc, dans un film des années 50, euh, avec James Dean. Est-ce que le format qui gagne, c'est pas un peu l'évidence du 1,33? Je veux dire, le format classique, Ouais, bah, ce qui est marrant, c'est que l'académisme. finalement, le 2,55 est arrivé au moment où Hollywood cherchait un peu une surenchère de spectaculaire pour justement contrer la télévision qui avait adopté le format 4 tiers. 1,33. Ouais. Donc le duel est bien arrivé. Effectivement, moi je trouve que le 2,55 ça commence à être très 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 large et il y a un peu un truc de. On sent que c'est pour en mettre plein la vue, quoi. Tu vois, il y a un truc où Oui, c'est un peu large pour être large. oui, c'est ça. Et du coup, on cadre plus finalement quoi que ce soit, quoi. Voilà. On Moi, pète un peu trop un effectivement, câble. voilà, le 1,33 nous a offert tellement de chefs-d'œuvre pendant tellement d'années que Voilà, c'est ça. ouais. Mais on juge pas au film, hein, attention. On juge vraiment au ratio, c'est juste Le des exemples. cadre en lui-même. Alors, on continue sur l'anamorphique. On a le Oh, waouh! 2,75 contre le 2,35. Je pense que le Western 2,35 contre va gagner, western. mais... Donc, à droite, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Bien À sûr. gauche, Les 8 salopards. Donc, le 2,35, qu'est-ce que c'est? C'est l'anamorphique classique, c'est-à-dire que on a inventé une optique qui permettait en fait d'anamorphoser l'image pour la réduire sur, donc toujours le 1,33 de la pellicule, et donc une optique qui permettait de réduire sur du 35 mm. Et ensuite à la projection, une autre optique qui permettait d'étendre de nouveau. C'est la première idée que les développants de cinéma ont eu pour étendre, comme tu le disais, l'écran Mhm. pour lutter contre la télévision. Et c'est devenu un ratio très classique, on le voit encore énormément. C'est le ratio en fait des panoramas, quoi. C'est le ratio de Mm, mm, mm.
filmer la longueur. Fritz Lang disait dans Le Mépris, c'est pour filmer les serpents et les enterrements. Finalement, on est dans un cimetière, donc ça tombe bien. Voilà, voilà, il mange juste des serpents. Bah, effectivement, le 2,35, voilà, moi j'ai forcément une petite affinité. Ce que je trouve assez génial, c'est que je dirais que pour faire un bon film en 2,35, on est obligé de bien composer son cadre, quoi. Alors qu'il y a, il Ouais, y a peut-être moins une évidence, puisqu'en fait ça correspond beaucoup moins aux proportions d'un personnage, quoi. Donc ça force un petit peu à inventer des choses. Et je crois que c'est Vilmos Zsigmond qui disait ça, et je peux me tromper, mais c'est que finalement, avec un 2,35, on peut presque faire deux plans en un, quoi. On peut faire à la fois un gros plan sur un visage et un plan large sur un paysage, et on peut un peu comme ça essayer de... Voilà, ça ouvre le champ des possibles de ce qu'on peut faire en termes de composition de cadre. Donc ça, j'avoue que ça me séduit assez. D'ailleurs, Zygmunt a fait partie voilà, des grands chefs-op qui ont cadré avec ce format. Je pense particulièrement à L'Épouvantail, qui est un film exceptionnellement bien composé dans ses plans en 2,35. alors que on a face à lui le 2,75 qu'on a un peu mis là pour faire preuve de présence, faire acte de Bien présence. sûr. Mais donc c'est les 8 salopards de Tarantino qui est hyper large, vraiment panoramique, encore plus large donc que La Fureur de Vivre. Mhm. Mais est-ce qu'on tient pas encore un peu dans cette sorte de folie, du Ça en met plein plaisir, les de yeux, la ça, hein. largeur, enfin de la longueur, Mhm. mais qui finalement devient un peu un objet où on n'arrive plus vraiment bien à cadrer. C'est Est-ce juste que, un est-ce qu'il y a sujet. est-ce qu'il y a un moment où il utilise le cadre pour mettre les 8 salopards en même temps? J'ai pas souvenir qu'il y ait ça, mais j'ai vu le film il y a Non, très longtemps. non, parce que le plan où il y a le plus de personnages d'un coup, c'est le plan d'un personnage qui rentre dans la pièce, mais qui est lui-même un des salopards, et donc il voit Mm. les autres. Mais il n'y a pas. Ok, ok. Mais bon, forcément, là je pense qu'il n'y a pas trop de jeu. C'est une victoire Ouais. écrasante du 2,35. Et là, et là, 1,85 contre 1,66. Waouh, waouh, là ça devient plus dur, hein. On continue l'historisation. Donc, le 1,66, qu'est-ce que c'est? C'est le ratio du nombre d'or. C'est le ratio qui est beaucoup utilisé en peinture notamment, parce qu'évidemment on parle de cadres de cinéma, mais Mm, mm. c'est aussi des formats de tableaux qu'on peut trouver. Donc le 1,66 qui a été utilisé beaucoup par le cinéma français, par le cinéma européen en fait, à partir des années 60. Notamment tout ce qui est nouvelle vague, tout ce qui est... non pas forcément nouvelle vague italienne, mais en tout cas nouvelle vague française. Mhm, mhm. Et donc là, Barry Lyndon, Kubrick l'utilise pour revenir sur les formats des peintures classiques qu'il mimique. Tout comme on pouvait en retrouver dans Meurtre dans un jardin anglais de De Greenaway, bien Greenaway. sûr, ouais. J'hésitais entre Greengrass et Greenaway. C'est ça. Greengrass, c'est meurtre au pluriel dans un jardin anglais. Exactement. C'est massacre. Face au 1,85, donc qui lui est un peu le format de cinéma qu'on connaît le plus maintenant. C'est-à-dire que chez nous, on a l'habitude du 16 neuvième à la télé. Mais au cinéma, ce format classique, c'est le 1,85, c'est-à-dire l'écran un peu plus large. Spielberg avait beaucoup douté, c'est pour ça que j'ai mis Jurassic Mhm. Park, parce qu'il avait parlé du 1,85 et du choix du 1,85 pour Jurassic Park. Parce qu'il aimait dedans pouvoir en même temps filmer la grandeur des dinosaures et en même temps des personnages plus proches. Ce qu'il n'aurait Eh pas pu oui. faire en 2,35 parce que l'écran aurait été plus resserré. Mais finalement, je sais pas s'il a fait tant. Je pense que dans les années 90, il a dû faire quelques films en 1,85, mais plus de temps après. Je crois que Soldat Ryan est aussi en 1,85, mais il me semble qu'après, Hmm. il a rétropédalé à ses amours de jeunesse plus larges. Ouais. Mais écoute, on a deux beaux formats. Moi, je dirais que souvent, j'ai l'impression que le 1,66 est un peu utilisé à tort et à travers, avec dans l'idée que justement, ça sonne plus pictural. Et que du coup, souvent, des gens optent pour ce format en pensant que finalement, le format va faire le boulot, tu vois. Donc là, finalement, c'est pas la Oui, faute du oui. format, c'est la faute des cinéastes qui s'en servent mal. Mais Mais justement, c'est un peu le cas des formats particuliers, quoi. En général, c'est du 1,85 et du 2,35 maintenant. C'est ouais, les deux gros, je 95% des pense. films sont comme ça. Et généralement, quand on sort de ces espaces, c'est ça peut rapidement faire m'as-tu vu. M'as-tu vu, je fais un film en 4 tiers. Mais d'ailleurs, je rebondis parce que tu as mis un plan d'un film de Kubrick, mais
je crois qu'il y a tout un imbroglio gigantesque autour des bons ratios des films de Kubrick parce que je crois que lui tournait, alors tu connais peut-être mieux Kubrick que moi, mais que lui tournait en 1,33 et qu'ensuite il coupait plus ou moins dans le négatif. Sauf qu'il me semble que tous les Blu-ray maintenant qui sont édités, en tout cas toute la collection un peu des Blu-ray de Kubrick qu'on connaît, sont en 16 neuvième, donc en 1,78, puisque précisément il y avait la matière, on va dire, présente sur la pellicule pour faire ça. Et du coup, en fait, c'est quasi impossible aujourd'hui de voir vraiment chez soi les films de Kubrick dans leur ratio d'origine, en fait. Alors, il me semble que tu parles surtout de Shining. Je sais que c'est le cas de Shining, mais je sais que Barry Lyndon, c'est vraiment du 1,66 très réfléchi, et que 2001, c'est du 2,35. Ouais, non, pas 2001, mais je me demande si c'est pas justement à partir de Mais Barry je pense que Lyndon c'est qu'il peut-être à partir de y Shining, a multiples. tout ce qui est Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut. Je pense qu'il y a moyen que ça soit tombé un peu sous la houppette des vilains producteurs. J'ai un Tu peu ferais gagner qui, toi? Ouais, je sais pas trop, j'avoue. En fait, j'avoue que moi, le 1,66, j'aime bien son originalité. Je trouve que généralement, les cadres en 1,66 sont très beaux naturellement. En fait, cette question du Mhm. nombre d'or, je pense que en effet, il y a quelque chose de scientifique, de scientifiquement harmonieux, en fait, qui s'en dégage et qui est qui apparaît comme une évidence quand En tu tout les cas, c'est vrai regardes. que un 66 bien utilisé, ça peut être magnifique. Voilà, Barry Lyndon étant un exemple particulièrement probant là-dessus, quoi. Tout à fait. Donc voilà, moi, je pense que je Allez, fais allez, noter le. Allez, on part au 1,66. faisons, On faisons. sort un peu des. Attention, là, le duel va être Alors, le plus carré contre le plus large. On vous parlait très marrant. de Napoléon il y a une semaine. Voilà, découvrez donc un des plans du film en tout petit. Attendez, je vais. Ah, oups. Tac. Je vais un Très peu rigolo. rezoomer l'image parce que sinon vous allez rien voir. Donc, Napoléon en 4-1, donc 3 fois 1,33, Mhm. face à 1,17, qui est le format de The Lighthouse, comme vous pouvez le voir dans cette image, mais aussi, en fait, des tout premiers films. Euh, Attends, comment ça, des tout premiers films? Non, je pense que je dis n'importe quoi. Mais si, des tout premiers films Si, oui, je muets, pense que c'est ça. tout premiers films parlants, pardon. Tout premier film parlant Mm. qui commence en rajoutant la bande sonore sur la pellicule et donc grignote un petit peu de la place que Eh oui. l'image prenait. Donc on passe du 1,35 au 1,33 au 1,17. C'est par exemple le cas de L'Aurore de Murnau, voilà, très célèbre film en 1,17. Mm, mm. Et The Lighthouse reprend ce format pour lui rendre hommage. C'est ça, tout à fait, puisque ça doit être à peu près un format contemporain du moment où se passe le film. Enfin, je pense qu'il y a une idée un peu comme ça. Oui, Voilà, on est sur deux extrêmes, bien sûr. J'avoue qu'ayant vu voilà, Napoléon il y a peu, ça donne un peu et envie de voter pour le 4-1, ouais. voilà, plus que séduit par ces plans voilà, de fin qui sont voilà, très très larges, ou alors ensuite il l'utilise en triptyque en faisant une chose différente avec les trois caméras. Bon, là, c'est encore un cas particulier, mais disons que quitte à être dans un extrême, j'aime Autant bien y aller celui à fond, quoi. un peu démesuré, tu vois, j'aime bien. Je te Finalement, rejoins. tout ce qu'on a critiqué sur ceux d'avant, mais voilà, Ouais, mais au c'est ça, moins, mais il faut se pas cache avoir le pas cul entre derrière. les deux chaises. Oui, c'est ça. Il y va sincèrement. Voilà. Bon, là, c'est le Ça même commence duel bien. en un peu plus varié, parce qu'on Bon. oublie le 1,17 qui est un peu un format. Bon, là, Ouais. je pense que. En fait, c'est le 1,33 versus le 3 fois 1,33. En même temps, est-ce qu'il y a d'autres films que Napoléon en 4-1? Non, c'est le seul. Mm, Donc je mm. pense que naturellement, il passe le premier tour, mais Ouais. que face à l'historicité du 1,33, Ouais, je me dis combien de bons la films on beauté peut de ce faire en cadre. 4-1, quoi. Ouais. Et là, le 2,35 contre le 1,66. Ah bah là, voilà. Ben bon, le 2,35 c'est trop beau le Moi, je serais panoramique plus de quand même. 35 quand même. L'anamorphique c'est sublime. Regardez ce plan, on filme tout, on a tout d'un Ça. coup. Cela dit, On a je les me permets personnages. une nuance pour les plus technophiles d'entre nous, mais on peut faire aussi du 1,65, enfin pardon, du 2,35 sphérique, donc non anamorphique, ce qui donne, avec un même ratio, une patine d'image un petit peu moindre. Mais bon, C'est c'est un ça. Parce que, pinaillage. du coup, l'idée c'est donc de filmer l'intégralité du capteur et ensuite de couper et d'enlever les parties supérieures et inférieures et de garder seulement la partie centrale. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu moins sexy,
Mais j'ai quand même envie de partir sur le 2,35. D'ailleurs, je me demande si. Alors, La Bonne, la Brute et le Truand, je suis pas sûr, mais est-ce que précisément les western spaghetti n'étaient pas tournés en ce qu'on appelait en techniscope, c'est-à-dire en 2,35 avec une pellicule sur 3 perforations par pur souci d'économie? Si, il me semble que tu as tout à fait raison. Ouais. Mais c'est un peu le bazar en vérité, les formats. Enfin, il y a toujours tout un. Allez, ce sera le 2,35. Ouais. Et là, Alors là, le ça devient. duel, là, ça devient impossible. C'est le classique contre le. Voilà, contre le. Contre le deuxième classique. Ouais, le deuxième, c'est ça. C'est pas vraiment le moderne, mais le post-classique. Parce qu'en même temps, le 1,33, ce qui est sublime, c'est que ça peut filmer un corps. Très facilement, ça te récupère tout un corps, alors que le 2,35, ben, t'as un visage, un bout de corps, et t'as de l'air à côté, t'as de l'espace. Là où le 1,33, c'est t'as un corps, un visage, et c'est tout. Et c'est Je très beau dirais quand même. que. C'est très beau, c'est vrai. Je dirais que je pense qu'il y a plus de mauvais 2,35 que de mauvais 1,33. Parce que ça me semble plus compliqué à utiliser. Et je sais pas, en fait, j'ai tellement en tête d'images de 2,35, mais en fait, c'est pour faire des gros plans de visage et la moitié de l'image est inutilisée, Oui, c'est que vrai. je me dis, voilà, il pêche peut-être par la mauvaise utilisation qui en a été faite. Mais en même temps, là, on juge le format un petit peu dans l'absolu, mais en même temps, quel sens, voilà, ça a finalement. Qui C'est sommes-nous vrai. sur Terre? Mais finalement, c'est un peu logique presque de voter pour le 1,33. C'est le format classique du 2,35, de la péloche. Et Mm, vu mm, qu'on est mm. un peu des boomers, ben, C'est ça, mais c'est bien, tu vois, on incite les gens à aller explorer des territoires de voilà. cinéma, Il peut-être. faut revoir des... Voilà. faut De toute revoir le façon, cinéma classique, quoi. ah, mais de toute façon, il Faut faut, il faut apprendre voir les à raisons de la redonner colère. sa Ça, lettre on de l'a, noblesse. on l'a dit déjà pour les road movies. On peut le répéter chaque semaine. Il faut voir la raison de la colère, c'est un chef-d'œuvre. Tout à fait. Petit plus pour le 1,33. Yes, bien Allez. sûr. Et on va faire ensuite Hottest Girl in the World qui nous suggérait, qui nous suggérait le site internet. Alors, maintenant, on continue sur un film sur lequel on n'est toujours pas d'accord. Et ouais. Enfin, cela dit, on n'était pas en Oui, c'était combat tout à fait. à l'arme blanche sur le premier. Là, peut-être plus. Hop là, un petit temps de chargement, c'est le futur pour moi. Voilà, la bande-annonce charge en fait. Donc, Hit the Night. Hit the Night. De Caroline Poggi et un autre gars. Jonathan Vinel. Merci. Donc, Jonathan Vinel. Qui est un deuxième film donc d'un duo de cinéastes qui s'intéresse à la vie d'un frère et d'une sœur, Apo et Pablo, qui vivent dans une sorte de banlieue pavillonnaire un peu lointaine du Havre, donc d'une ville, on peut le dire, médiocre française. Donc une banlieue médiocre d'une ville médiocre. Et ils ont trouvé dans leur vie un jeu vidéo, une sorte d'open world, de MMORPG sauce année 2010, Mhm. dans lequel, depuis 9 ans, ils vivent une autre vie, une vie un peu plus glamour, un peu plus sympa, dans laquelle ils s'évadent en fait tout simplement, et ils apprennent au tout début du film que le serveur du jeu va fermer dans 60 jours. 60 jours, donc 2 mois. Un film sur le ton du compte à rebours, sur le ton d'une fin à venir, et l'arrivée d'un autre personnage, du personnage de Knight, que va rencontrer Pablo, qui lui est dealer de drogue. Enfin, Pablo est dealer de drogue, Knight va l'accompagner dans ses aventures. Mhm. Et la vie réelle va rattraper le monde fictif. Comment les deux frères et sœurs vont appréhender le compte à rebours fictif, le compte à rebours réel. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Je sais que toi, Clément, un peu moins, mais je te laisse commencer. Mais écoute, justement, une de mes limites, on pourrait dire, découle du pitch que tu viens de faire, qui est tout à fait fidèle au début du film. Mais finalement, est-il si fidèle au projet du film tout entier? Parce qu'en fait, cette espèce de, un petit peu de, voilà, de place du jeu vidéo dans le film, j'avoue que elle est finalement plus réduite que ce à quoi je m'attendais. Alors, par la bande-annonce, mais aussi par le début du film, parce que le film commence par un montage d'images de ce jeu, donc qui est un jeu fictif qui a été créé pour l'occasion, sur la voix off d'Apo, donc de la petite sœur. Euh, alors qu'en fait,
j'ai l'impression que l'essentiel du film tourne surtout autour de Pablo qui deal et qui va se retrouver un petit peu en conflit avec un caïd local un peu plus influent que lui. Il marche sur ses plates-bandes un petit peu par accident et ensuite les choses s'enveniment. Et j'avoue que de ces deux directions, clairement la première m'intéressait plus que celle que le film prend effectivement, puisque malheureusement j'ai l'impression que il émousse un petit peu sa singularité en se dirigeant vers plutôt une sorte de, on pourrait dire un petit peu de film de banlieue, ou en tout cas de film de dealer, je trouve beaucoup plus conventionnel, qui n'est pas forcément comment dire, mal exécuté, mais tout simplement c'est une partition que j'ai l'impression de connaître un petit peu déjà, alors que ce qu'il y avait à creuser du côté du jeu vidéo et de cette relation entre frères et sœurs me semblait un peu plus excitant, quoi. Moi, ce que j'aime bien déjà dès le début du film, c'est l'espace et la génération, la sociabilité du film, qui est celle donc de la banlieue pavillonnaire, de la Gen Z. C'est celle donc qui se réfugie dans les jeux vidéo en ligne, qui se font des relations comme ça, qui vivent dans un espace, on les voit souvent dans le film, soit aller en ville parce qu'en fait c'est là-bas qu'il faut aller parce que là où ils vivent il se passe rien, soit dans ces sortes d'espaces commerciaux périurbains où se mélangent les fast-food et les grands magasins. Et chez eux, c'est un vrai travail d'accessoirisation, un vrai travail de décorateur qui m'a beaucoup parlé. C'est des boîtes de métal de collection Yu-Gi-Oh! Dans lesquelles on range d'autres choses. C'est des posters d'Evangélion. En tout cas, c'est un film qui réussit parfaitement à saisir euh, oui, son époque et les personnages. Et c'est des personnages qu'on représente généralement peu. En fait, c'est ce que Orelsan avait fait en 2009 avec Perdu d'avance. Il avait saisi cette génération-là, sauf que lui il était d'à côté de Caen. Maintenant, on est à côté du Havre et dans une sorte d'aspect un peu plus dramatique. Et en effet, cette coexistence du jeu et de la réalité est moindre que celle à laquelle on peut s'attendre. Mais moi, ce qui me plaît, c'est justement cette sorte du fait que les personnages ne peuvent plus, vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de vivre, se réfugier autant que d'habitude dans le jeu. C'est-à-dire que le jeu est plus présent au début et ensuite disparaît petit à petit, avant même que les serveurs ferment définitivement. Comme si la fin prévue du jeu entraînait déjà une fin d'accessibilité, enfin on y va moins, et la vie prend le dessus. Ce que le film a l'intelligence de faire, c'est de mélanger donc cette sorte de chronomètre de 60 jours qui est lancé dans le jeu au chronomètre de la vraie vie, où on commence à se dire, attention, vu comment les événements sont en train de se dérouler dans la vraie vie, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un des personnages principaux qui va mourir au moment de la fin de ce chronomètre? Moi, du coup, c'est un film qui m'a beaucoup chopé parce que j'ai eu, au fur et à mesure de l'avance, déjà un grand attachement pour les personnages. Encore une fois, génération très très bien représentée, très bien captée. Et aussi cette sorte de peur sincère qu'ils disparaissent, quoi. Que, en fait, le monde réel disparaisse avant le monde virtuel. C'est- Vas-y, vas-y, je te. Pardon, non, c'est juste pour dire que c'était joliment dit et ensuite rebondir. Là où je te rejoins, c'est que je trouve que les trois acteurs principaux sont effectivement très convaincants et que je crois assez à leur personnage, ce qui est déjà pas donné à tous les cinéastes. Euh, je sais plus ce que j'allais dire, mais c'est pas grave, je vais rebondir un petit peu à droite à gauche, tel un espèce de papillon fou. Mais non, en fait, ce que je regrette, c'est que finalement, je pense qu'il y avait un beau film mélancolique à faire autour de cette espèce de mélange entre la relation entre le frère et la sœur, et le drame enfin, on va dire les péripéties dans lesquelles va se retrouver impliqué le frère, la fin du jeu, mais qu'en fait, finalement, cette relation frère-sœur, elle passe un petit peu au second plan d'un drame plus convenu sur une espèce d'histoire un peu de vengeance, etc., d'engrenage qui se met en place, plutôt que de creuser quelque chose qui aurait été plus joli. Et je vais faire un petit peu deux comparaisons. Euh, j'ai un peu pensé à Chien de la casse dans cette idée, finalement, que le film installe le terrain d'un très beau film mélancolique, avec cette idée de il nous reste plus que 60 jours, presque il nous reste plus que 60 jours à être frères et sœurs. Finalement, il y a un truc un peu métaphoriquement comme ça qui se joue. Comment on va les dépenser?
Et dans Chien de la Casse, ça tournait plutôt autour de espèce de personnages flamboyants, mais dont on sentait que la flamboyance pouvait pas cacher éternellement le fait qu'il savait pas ce qu'il allait faire de sa vie. Mais finalement, les deux films rentrent dans la deuxième moitié, que je trouve moins réussi dans les deux cas d'ailleurs, vers plutôt un horizon qui serait tragique que mélancolique, si on veut un petit peu jouer sur les mots, où on sent que le sort va un peu s'acharner et conduire tout le monde vers une espèce de destin un petit peu fatal, et je dirais dans une trajectoire beaucoup plus attendue et conventionnelle, malheureusement. Typiquement, enfin je sais pas, pourtant l'idée de dire mais comment on va passer nos derniers jours, je trouve que c'est une idée très très belle, euh, mais que finalement le film n'investit pas tout à fait, parce qu'en fait ces 60 jours, c'est plutôt une surcouche finalement tragique qui vient peser en plus des événements du reste du film. Donc en fait j'ai l'impression que c'est plus presque une espèce d'instrument de scénario pour peser encore plus sur ces personnages qu'autre chose. Et en fait, pour faire une deuxième comparaison, ensuite je te rends la parole, mais j'ai aussi pensé à un autre film qui est Le Gang des Bois du Temple, hein, le dernier film de Rabah Murzaïmesh, qui est, alors je trouve, un film plus réussi que It's the Night, en tout cas plus maîtrisé, mais qui, je trouvais, souffre un peu du même problème autour de la question du réalisme et du film de genre, où j'ai l'impression que ces deux dimensions entrent en conflit de façon un peu irrésolue, puisque euh, comme tu décrivais certains détails, effectivement, je trouve que là où It's the Night est le meilleur, c'est dans souvent des trucs très précis, très prosaïques. Typiquement, il y a une scène où on les voit confectionner des petites pilules de drogue, qui est une scène que pour le coup, j'ai l'impression d'avoir jamais vue. Là, je fais un peu mon bégodo, mais effectivement, je trouve qu'il y a une vraie. Enfin, comment dire, ça crée quelque chose de voir mais matériellement, en fait, c'est quoi un dealer de drogue, finalement, au-delà de ce qu'on connaît un Mhm. petit peu de l'extérieur. Mais à mesure que le film avance, il est un petit peu obligé de raccorder avec on va dire des schémas plus traditionnels de films de genre. Et là, je trouve qu'il s'effondre un petit peu parce que je ne crois plus du tout à ce qui se passe. Typiquement, tout ce qui entoure le caïd, qui représente un peu l'antagoniste du film, moi, je n'achète pas du tout. Un peu dans la même façon que dans Le Rabat à Merzaimesh. En fait, dès que le film gagnait un petit peu en ampleur et qu'on avait cette espèce de pseudo-complot avec des ennemis de l'extérieur, un espèce de comment on dit, enfin de riches saoudiens, etc. Je trouvais que le film tombait un petit peu dans la caricature. En fait, je trouve que c'est deux films qui arrivent pas à se départir suffisamment des carcans en fait et un peu des stéréotypes de leur genre respectif, et qui font que finalement quand le film enclenche un petit peu ce vers quoi il va se diriger, donc leur deuxième moitié, bah je m'arrête un peu en route, quoi. J'arrête d'y croire et je trouve que les films deviennent plus prévisibles et bah, perdent en fait leur flamme propre, si on veut. Mhm. Moi, ce que j'aime bien avec l'idée du jeu vidéo, c'est justement le fait qu'il ne soit pas autant utilisé que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Qu'il serve en fait comme tu l'as dit, en fait, d'une sorte de chape de plomb supplémentaire qui nous rappelle évidemment une fin potentielle écologique, enfin un drame Mhm. attendu, prévu, prévisible, et qui nous angoisse tous parce que ce serait la fin d'un monde. Sauf que ici, c'est l'espace de libération des personnages, c'est-à-dire, enfin même pas de libération, mais en fait je pense que le film tisse un peu volontairement une sorte de lien entre euh, la drogue et le jeu vidéo, non pas dans le sens où le jeu vidéo serait une addiction, serait dangereux, etc., mais permettrait à ces personnages de s'évader, d'être Mhm. ailleurs, ou en tout cas d'arrêter de ressentir la pression du quotidien. On a une métaphore un peu grossière, mais que j'aime quand même bien dans le film, d'un serpent, d'un personnage de serpent, enfin d'un personnage, même pas, d'un animal de compagnie, qu'on comprend enfermé, en tout cas qui n'arrête pas d'évoluer dans un espace clos, dont on en dit que au moins il vit pas dans une SPA, mais il vit ici. Mais il vit dans une maison. Mais dans les deux cas, il est dans une sorte de cage en verre, il est dans le même espace, c'est juste qu'il y a différentes personnes pour prendre soin de lui. Là, nos personnages, c'est exactement la même chose. Au moins, c'est pas des gens qui vivent une vie encore pire que ce qu'ils vivent. Ils ont au moins une maison, ils ont au moins un endroit où vivre, mais ils sont enfermés, ils ne peuvent vivre que dans une collection d'espaces de transition. Même tous les personnages du film vivent dans ces espaces-là. Comme je l'ai dit, c'est les zones commerciales de banlieue, c'est les petits magasins d'épicerie ouverts 24 heures sur 24. C'est c'est des espaces qui ne sont pas glorieux, qui ne sont pas glamour, mais en fait, c'est tout ce qu'ont ces personnages, quoi. Parce qu'au Havre, il n'y a que ça. Et de temps en temps, la caméra s'arrête
sur les ports donc, du Havre et filme les usines, les sortes de fumée, de feu qui sort de ces cheminées, qui nous rappellent eux aussi la dangerosité climatique et en fait le danger finalement vers lequel tend le monde réel. Moi, ce que j'ai un peu regretté, en fait, c'est pas tant que je suis attaché à la place du jeu dans le film en tant que tel, c'est que je trouve que finalement, ça produit juste une espèce d'encadrement ou de surcouche scénaristique et que ça produit pas vraiment de la mise en scène en fait. Et c'est ce que je reprocherais globalement. Voilà, je disais que le film tombait dans des schémas un peu plus conventionnels. Je trouve que c'est malheureusement aussi le cas un peu formellement où il y a rarement un plan qui, je trouve, me raconte quelque chose qui n'est pas strictement ce que me raconte déjà le scénario, quoi. J'ai l'impression qu'en termes vraiment de forme, de mise en scène, le film tombe aussi dans un carcan un petit peu éculé qui serait celui de la caméra portée, garante d'une sorte de caution un petit peu réaliste et en même temps prête à faire des petits décrochages poétiques sur les lumières de la ville en fond, etc. Et je pense typiquement à une série de scènes que sur le papier j'aime bien, mais qui je trouve fonctionne pas à cause de ça, qui sont les moments où donc assez vite une romance se noue entre Pablo et Knight. Et donc on a une première scène d'amour entre eux que je trouve plutôt réussie, assez sensible, qui voilà pareil, qui se détourne pas de filmer voilà ce que ça peut être l'amour entre deux hommes, etc. Mais et j'aime bien aussi cette idée que finalement le début du film, en tout cas la première moitié, soit un peu une collection de moments sans vraiment fil dramaturgique immédiat, quoi. Et donc il y a une série de scènes où on les voit comme ça un petit peu tous les deux, faire l'amour à différents endroits, vivre un petit peu dans cette espèce de vieille baraque où ils sont postés. Mais en fait, malheureusement, je trouve que ça se heurte au manque d'idées formelles, quoi. Et finalement, c'est une série de scènes que j'ai trouvé un petit peu redondante et un petit peu lassante, alors que c'est là où il y avait un des cœurs du film, en tout cas, qui serait la relation entre ces deux hommes. Et je trouve qu'à plusieurs moments, comme ça, finalement, la forme n'est pas assez inventive pour charrier vraiment les émotions que vivent les personnages, quoi. Et donc, finalement, on se retrouve avec un montage de scènes d'amour un petit peu clipesque, où j'ai envie de dire un petit peu, voilà, j'ai l'impression d'avoir. Enfin, comment dire, j'en ai vu une minute, j'ai tout vu, quoi, si on voulait caricaturer un petit peu. En tout cas, je trouve qu'il y a comme ça un petit peu un déficit vraiment de mise en scène, alors que, sans tomber dans des parallèles grossiers, mais peut-être qu'entre ce monde virtuel et ce monde réel, il y aurait eu des trucs un peu plus fins à trouver, quoi. Moi, c'est au contraire ce que j'apprécie vraiment dans le film, c'est le travail de mise en scène et le rapport entre virtuel et réel, dans la mesure où dès qu'on bascule dans le monde du jeu vidéo, on a des plans mais hyper farfelus. On a des travelling qui font des mouvements d'appareil impossibles en fait dans le monde réel, dont on peut se dire ah bah oui forcément ils sont dans un jeu vidéo, donc tout d'un coup la caméra devient hyper libre, fait ce qu'elle veut, des travelling hyper rapides, on évolue, on voyage dans les montagnes, etc. Sauf qu'en fait pour quiconque a déjà joué à un jeu vidéo dans sa vie, c'est qu'une caméra de jeu vidéo ne se comporte pas comme ça. Une caméra de jeu vidéo, comment elle se comporte? Elle est tout le temps chevillée au personnage. On est notamment dans les MMO comme ce genre de jeu, on est derrière notre personnage, un peu de loin, et quand le personnage se tourne, la caméra l'accompagne. Et voilà, en fait, on est tout le temps dans un dispositif de caméra comme ça, mais évidemment, ça ne représenterait pas idéalement la sensation de liberté, la sensation d'espace qui leur appartient des personnages. C'est pour ça que les cinéastes s'amusent autant avec la caméra dans le jeu. Et donc, ils réservent ce dispositif-là pour le monde réel, où les personnages en général sont beaucoup plus. Enfin, la caméra est beaucoup plus accrochée aux personnages, les suit un petit peu dans les espaces, ne, ne crée pas de plans surprenants. En fait, il n'y a pas la place à la libération de la caméra parce que les personnages eux-mêmes ne sont pas libres. Effectivement, je comprends. Enfin, effectivement, il y a cette idée de contraste, ou même au niveau de la palette de couleurs. Tout de suite, dès qu'on est dans le jeu vidéo, il y a quelque chose de beaucoup plus flamboyant et pas du tout dans le monde réel. Mais, comment dire, je trouve qu'on aurait pu avoir cette même idée tout en ayant une mise en scène qui soit plus riche dans le monde réel. Et je dirais même que dans ce jeu de contraste, je trouve que le film a un peu la main lourde et finalement perd un petit peu de cette réalité qui semble vouloir capter, puisque en fait, comme tu l'as dit, alors à la limite sur certains plans
par exemple, typiquement dans le montage d'introduction, qu'on ait des plans qui correspondent pas à la réalité du jeu vidéo, ça me dérange pas parce qu'on peut dire que c'est une sorte de montage, un petit peu de, voilà, de plein d'images. Enfin, il y a un côté un peu ce qu'on appelle du machinima, c'est-à-dire les films qui sont conçus via les moteurs graphiques des jeux, mais souvent en brisant les règles strictes pour que, voilà, pouvoir balader la caméra dans tous les sens, etc. Mais là où je trouve ça un peu plus dommage, c'est que dans la deuxième moitié du film, il y a une espèce de... Enfin, il y a plusieurs séquences qui ont lieu dans le cadre du jeu vidéo entre Apo et Knight. Enfin, en tout cas, on comprend assez vite que c'est Knight, entre leurs avatars, qui sont des séquences qui sont tournées en motion capture, vraisemblablement. Et ce que je trouve en fait un peu dommage, c'est que donc, c'est des séquences où comment dire, enfin, il faut imaginer presque une séquence à la Avatar, quoi, où les deux personnages se déplacent librement, se prennent dans les bras, comme si voilà, ils avaient total contrôle sur leurs avatars virtuels. Et en fait, c'est encore une fois, comme tu l'as dit, des choses qui sont en fait impossibles dans le cadre des interactions que proposerait ce genre de jeu. Et en fait, je trouve ça dommage parce que à la fois, je trouve que le jeu vidéo est sous-exploité pour ce qu'il est réellement, et en même temps, je trouve que quand ils l'utilisent, ils font un truc qui est trop déconnecté de la réalité du jeu vidéo. En fait, ils n'utilisent pas vraiment la spécificité du jeu vidéo et des interactions que ça peut proposer pour voilà, comme matière des scènes. Finalement, c'est le jeu vidéo, mais ça aurait pu être un peu tout autre chose puisqu'ils l'utilisent pas vraiment en tant que tel. Et si j'étais de très mauvaise langue, je dirais que finalement, de ce qu'on voit vraiment du jeu, c'est des gens qui se tuent, quoi. Ce qui est un petit peu une vision très lointaine qu'ont voilà, certains détracteurs du jeu vidéo. Et en fait, toutes les séquences plus poétiques qui ont lieu dans le cadre du jeu sont des séquences qui ne ressemblent pas du tout à des séquences de jeu. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, puisque, à nouveau, je trouve qu'on tombe dans un truc peut-être un peu binaire, ou en tout cas, voilà, qui aurait pu être articulé plus finement. Moi, il y a une petite phrase dans le film que j'aime beaucoup, qui est le moment où Knight rencontre Apo. Apo est en train de jouer. Et Knight s'approche d'elle et lui demande c'est quoi le but du jeu. Et en fait, n'importe qui a déjà parlé à quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo, c'est que, c'est une phrase qui revient beaucoup, c'est quoi le but. Sauf que là, les cinéastes l'utilisent avec beaucoup de malice, donc déjà, un, sur un registre de naturalisme, et deux, sur une question de, ok, c'est quoi le but de l'existence. Et donc, ils mettent dans cet univers-là, qui n'a pas vraiment de but en soi, parce que dans les MMO, comme elle le dit, c'est juste monter de niveau, tuer des gens, etc. Donc en fait, le monde où les personnages sont vraiment libres, c'est le monde du jeu vidéo, où il n'y a pas vraiment de direction, de trucs à faire. Là où dans le monde réel, les personnages sont beaucoup plus dans une sorte de couloir étriqué, sont en fait beaucoup moins libres. Et donc c'est quoi le but par cette question? Il pose aussi la question de c'est quoi le but dans la vraie vie, quoi. Quelle est notre liberté, où est notre espace? Et c'est là que moi je suis assez fan de l'utilisation de la motion capture. C'est qu'on bascule d'un espace qui est purement différent, c'est-à-dire d'un espace où on a nos vrais visages versus un espace numérique, à un espace dans lequel on se projette, dans lequel on existe davantage que dans le monde réel. D'autant que l'apparition de la mocap dans le film correspond à l'apparition des émotions dans le jeu. C'est au moment, ne sachant pas encore qu'il s'agit du copain de son frère, elle va un peu tomber amoureuse de ce joueur inconnu qu'elle ne connaît pas. Et c'est d'abord son visage à elle qui va être en mocap, justement parce qu'on saisit que les émotions de cette femme, de cette fille Apo, commencent à entrer dans ce jeu. Et de la même façon, quand Knight va commencer à être touché par ce comportement, lui aussi va apparaître en mocap. Et à la fin du film, quand c'est le frère et la sœur qui vont pouvoir se retrouver, les deux seront en motion capture. Il y a en effet de la part du film une volonté de ne pas être dans un réalisme de la captation du jeu, comme par exemple on avait pu le voir dans Needs Island qui était sorti plus tôt cette année, qui était un formidable film mais filmé intégralement dans le jeu avec de la capture d'écran, quoi. Là on est vraiment dans une mise en scène de la sensation du jeu vidéo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à ce que tu dis, les séquences en motion capture sont des séquences assez statiques. C'est pas les séquences de combat dans le jeu sont, enfin de combat, même si c'est du, enfin oui, de combat, c'est des séquences où le personnage a son visage d'avatar. Et en fait, la majorité des séquences en mocap, c'est des séquences où les deux personnages sont assis ou côte à côte et discutent. On comprend d'ailleurs que dans le jeu, ça passe par un chat écrit, mais pourtant les scènes les incarnent par un dialogue oral, aussi pour en saisir le côté réel, le côté très, très vivant
qu'il prend pour les personnages qui sont en train de le vivre. Et c'est, je pense, un pari réussi de la part du film, d'autant que cette sorte d'inquiétante étrangeté, pardon, du visage réel sur cet avatar très coloré, très expansif, est hyper touchant, parce qu'on en saisit, en fait, on saisit tout ce qui se passe dans la tête de cette Apo dès qu'on commence à voir son visage en mocap dans le jeu. Je te rejoins un peu sur le papier parce que j'aime bien l'idée en fait d'une espèce de... Comment dire? Si tu veux, si on essaie de schématiser le film à un peu deux mondes, l'un qui serait le monde de la liberté, l'autre de la contrainte, qui sont deux mondes hétérogènes qui en fait vont peu à peu se mélanger puisque finalement, comme tu l'as dit dans la mocap, au début, on voit les visages des personnages et peu à peu, ça devient de plus en plus les visages des vraies personnes, etc. Mais en fait, je trouve que la façon dont c'est fait, j'ai l'impression que c'est plutôt des artifices au service d'une émotion que je trouve un peu convenue ou un peu lourde. Et voilà, typiquement, ce sentiment-là, je l'avais beaucoup plus devant Needs Island, précisément parce que c'est en prenant au pied de la lettre les outils du jeu qu'on se rende compte d'à quel point ils permettent de creuser cette espèce de porosité, tu vois. Alors que là, vu que je comprends que les cinéastes trichent, je me dis oui, bah en fait, si tu permets à tes personnages de se faire des bisous ou avoir leur vrai visage dans le jeu, bah oui, forcément, tu vas plus facilement Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc où je trouve que ça fait un peu trop artificiel pour me faire comprendre voilà, le développement de ces émotions. Et au rang des détails, mais ça m'a quand même un peu agacé, le fait qu'il y ait marqué nouvelle partie sur l'écran d'accueil du jeu, alors que c'est vraisemblablement impossible qu'il y ait ça sur l'écran d'un MMO. Je me suis dit, c'est dommage. Voilà. Oui, oui, je suis d'accord. En effet, l'écran principal du jeu reprend l'écran principal, enfin, d'accueil de Dark Souls, alors que Ouais, bah, ça- ça n'a rien à voir. C'est un détail. Et un autre truc que j'aime plutôt bien, c'est aussi que le film ne tend pas à une inversion des pôles radicales entre monde réel et monde fictif. Et il admet aussi les séquences du monde réel dans lesquelles on peut prendre plaisir. Notamment cette séquence de moto qu'on Mhm. voit dans la bande-annonce, qui est filmée comme une séquence de jeu vidéo. Qui est filmée, on saisit le bonheur qu'ont les personnages à faire de la moto dans cette grande rue hyper vite. On a des plans de la caméra qui est accrochée à la moto de derrière, des plans de côté et des plans en POV, Mhm. la personne qui conduit. Donc vraiment, c'est un jeu de moto, quoi, ce qui est en train de se passer, mais dans la vraie vie. Ouais, je suis d'accord. Cette scène-là, effectivement, il y a un truc un peu qui se produit, qui, comment dire, pour le coup, est comment dire, propre au mélange que propose ce film-là en particulier, quoi. Ouais. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de Hit the Night, sauf si tu avais encore des choses à dire. Non, non, ça me paraît très bien. Ça me paraît être l'heure de jouer à notre tour, en fait. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, donc c'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. Écoutez, je dois vous faire un aveu. J'ai pas fait beaucoup de recherches moi-même pour ce quiz, puisque souvent, quand j'ai envie de faire un quiz thématique, il existe un épisode de Blow Up, l'émission d'Arte sur YouTube, qui a déjà fait une émission sur ce thème. Donc, j'ai pris directement la plupart des images dans cette émission Blow Up. Donc, vous verrez qu'il y a le petit logo Blow Up sur les screenshots. Voilà, je suis honnête. Moi aussi, c'est l'été et j'avais les pieds dans une piscine. C'est pas vrai, mais vous comprenez la métaphore. On a l'idée, on a l'idée. Donc, tout Ok, simplement, donc, quel est le thème du quiz? C'est les jeux vidéo au cinéma, mais on va dire au sens strict, c'est-à-dire des moments dans les films où on voit des gens qui jouent. Un peu comme dans le film. J'ai pas mis, par exemple, je sais pas, un plan de Tomb Raider parce que c'est une adaptation de jeu vidéo, quoi. C'est des plans où il y a ok. du jeu vidéo dans un film. Voilà. Il y a certaines images qui sont un peu dures, mais je vous guiderai quand c'est le cas. Et il y en a d'autres qui sont assez faciles, comme la première que tu vas pouvoir lancer tout de suite. Tout de suite. Bon, plutôt easy. Voilà, célèbre scène dans une salle d'arcade. J'ai même pas souvenir de la scène, c'est juste le personnage, et voilà, tout Ouais. simplement. Mais en gros, c'est un peu le moment où tout le monde se rencontre, si tu veux, dans ce film. Ok, Voilà. ok, ok. Alors, je laisse un peu de temps, évidemment, au chat, même si voilà, c'est l'été, le chat est en train de boire des pina coladas sur la plage, donc il y aura peut-être moins de réponses que d'habitude. Est-ce que ce serait pas un petit film avec Arnold Schwarzenegger Bien sûr. des années 90
tout début des années Bien sûr. 90. Bien sûr, bien sûr. Et oui, ce que vous voyez, c'est bien sûr le T-1000, le vilain Terminator, qui va ensuite affronter le bon Terminator Dans dans... Terminator 2. Eh oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hop, Et on continue. Ah, oui, classique. classique, classique. Classique Disons dans la... de l'année de la SF, la Eh grande oui. année de la SF 1982, où sortent E.T., Blade Runner et ce film. Je pense première entrée du jeu vidéo dans le cinéma, non peut-être? Bah, en tout cas, là, ouais, en tout cas, ouais, c'est fort possible, d'autant que c'est voilà, un film vraiment pionnier de ce qui est image de synthèse, puisque donc c'est l'histoire d'un homme qui, c'est ce qu'on voit à l'écran, va être transporté dans un jeu vidéo. Et le chat a trouvé, c'est tout à fait Et Tron. oui, c'est Tron, le premier Bravo, film bravo, de bravo. Steven Lisberger, si jamais vous vous posiez la question de qui était le cinéaste. Eh bien, je ne savais pas. Et donc c'est Jeff Bridges qu'on voit en train de se faire échantillonner par un rayon de la mort. Rigolo. Ok. Alors, ça, je Waouh, me ça suis c'est posé la question de est-ce que tu allais la voir très supra vite ou pas dur. tant? C'est un peu dur, vu comme ça, mais disons, je suspectais que certaines personnes pouvaient l'avoir direct, parce que c'est un film très connu que je pense tout le monde ici aura vu. Je vais vous donner des indices, évidemment, si c'est trop compliqué, mais C'est si connu que ça. euh, ouais, c'est vraiment très très connu, un peu en mode... comment dire, c'est pas autant que E.T., mais c'est le même type de film. Oh waouh. Voilà. Je peux vous donner un petit indice. Là, on voit un jeu d'arcade. C'est pas un indice. Dans le cadre du film, c'est pas un indice, c'est vrai. Dans le cadre du film, c'est un jeu rétro. Et Ah, donc c'est un film récent. je dirais même extrêmement rétro. Ah, donc c'est Voilà. un film vraiment neuf. Non, c'est pourtant un film des années 80 Ah, d'accord. qui commence Ça se passe à dans le futur. se passe dans le futur. C'est une scène où on voit Elijah Wood, enfant, qui joue voilà, un enfant qui joue à ce jeu. Enfin, plutôt qui ne joue pas à ce jeu et qui se moque du personnage principal, parce qu'il dit c'est un truc de Ah. bébé. Voilà. Est-ce que c'est un truc où il voyage dans le temps? Il voyage dans le temps, il voyage dans le futur dans ce film-ci. C'est Retour vers le futur? Parce que C'est c'est le Retour vers le futur 2. 2, exactement. Puisque dans le 1, il va dans le passé, et Ah oui, dans le c'est 2, il va ça. dans le futur, et il joue à des jeux de son époque, et qui sont du coup des jeux rétro. Excellent. Tout Excellent. à fait, c'est ça. Donc c'est Michael Ah, J. bah Fox ça en train de j'ai. jouer. Alors, bien sûr, et oui, et oui. Je laisse Là, le bon, là, temps, un petit jeu peu de temps au vidéo, on va dire chat. que la définition est un peu large, puisqu'en soi, il joue aux échecs, mais c'est de façon vidéoludique, donc Voilà, puis c'est contre une IA. c'est contre une IA. C'est de l'IA. Pour moi, Pour moi, c'est voilà. ChatGPT C'est déjà. déjà GPT Alors que le film Ah, mais date, c'est un et autre film ouais, de 1982 que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. et ouais, C'est vrai. exactement. 1982, E.T., Blade Runner, Tron. Et ce Et ce film-là, film-là, un peu moins family-friendly, si vous voulez, à mon avis. si vous voulez ce que je veux dire. Là, On se prend les un bon petit verre de aficionados whisky. de Prism sont en émoi, puisqu'ils sont allés voir ce film dans un ciné-club qu'on a présenté. Eh oui, Les eh oui, eh oui. Prismeurs pur jus. C'est un film de John Carpenter. Eh oui, bien sûr. Carpenter Son plus connu, 82. je pense. Oui, de loin. Ouais, c'est Ah, ça. cela dit, c'est peut-être Halloween son plus connu. Peut-être Halloween, mais pas loin, ouais. Je vais donner la réponse, c'est Bien The sûr, Thing. c'est The Thing, et oui, où Kurt Russell joue contre l'IA aux échecs et perd et verse son verre de whisky dans l'ordinateur parce qu'il est pas content. Voilà. Et d'ailleurs, il y a peut-être un peu un peu de métaphore, puisque c'est la seule voix féminine, celle de l'ordinateur, qu'on entend dans le film, sachant que c'est un groupe d'hommes. Et donc, voilà, la créature, tu vois, il y a un truc un peu féminin dans le principe fonctionnel de la créature. Donc, il y a un truc un peu de parallèle, de foreshadowing Rigolo. de cette scène. Est-ce que tu Donc là, sais, maintenant, ça joue à Guitar Hero. ça joue à la guitare, ouais. Ça joue à Guitar Hero. C'est un bon film? Je n'ai pas vu ce film. D'accord. C'est une Euh, comédie romantique. non, pas du tout, car ce que tu vois, ce ne sont pas un petit couple, mais un père et sa fille. Ah, Et ouais. Ce sont les deux personnages principaux du film. j'ai aucune idée. Wow.
C'est donc l'histoire d'un père acteur célèbre qui doit un jour renouer avec sa fille. Je n'ai Film aucune idée. américain. C'est doit être autour de 2010, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. C'est Film qui de les acteurs? 2010. Alors, les acteurs, c'est Stephen Dorff, alors lui n'est pas hyper connu, et Elle Fanning. Ah oui, ça avait la tête d'Elle Fanning de dos, mais Steven Dorff. Ouais, ouais, moins connu. Est-ce que tu as une idée d'un film où Elle Fanning a joué quand elle était enfant? La guerre des mondes. Eh non, ça c'est pas loin. Ça c'est sa sœur. Ah mince, oui, c'est Euh, Dakota. Et ouais, c'est Dakota. C'est un film américain d'une réalisatrice. Ah! Donc c'est un film de Sofia Coppola. C'est un film de Sofia Coppola. Est-ce que tu as du coup le film? The Bling Ring? Non, non, ce serait trop récent. Non, je peux vous dire peut-être la séquence de début est connue parce que c'est donc le personnage principal qui fait des tours en voiture dans un circuit vide avec une voiture de luxe, qui représente un petit peu l'ennui dans lequel il s'est enfoncé. Non, tu vois pas ce film de 2010 de Sofia Coppola? Ah! Bah non. Je te donne la réponse. Ah, quelqu'un dit yo dans le chat. Yo! Yo, est-ce que personne dans le chat qui dit yo, tu as Un le nom film de de ce Sofia film Coppola de Sofia de Coppola de 2010 2010. avec Stephen Dorff et Elle Fanning Bah, où je il crois que j'ai joue tous les films de Sofia à Coppola Guitar sauf Hero. celui-là. Genre Virgin Suicides, Marie-Antoinette, Lost in Translation, Les Prédateurs, Les proies plutôt. Les Proies, pardon. Effectivement, c'est euh, aucun de ceux-là. Priscilla, C'est le film qui a fait, je The crois, Bling Ring. juste après Marie-Antoinette et juste avant The Bling Ring. Ouais, ouais. Je, vais- C'est le manquant, c'est le chaînon je- manquant. je vous donne la réponse, c'est Somewhere. Oh bah j'aurais pas trouvé mon pote. Ouais, tu ne connaissais pas Non. Somewhere de Sofia Coppola. Ah ouais, donc là Euh, on passe dans la partie dure. On part dans la partie dure. Alors, je vous laisse un tout petit peu chercher sur cette image, mais il y a une deuxième image où on voit les gens qui jouent. Parce que Ah. juste avec ça, c'était un peu C'est un tendu. film des années 80 ça. 90, 90. Alors, ouais, je me demande si c'est pas même plus récent. Je pense que c'est même plus récent que ça. Enfin, c'est Ah même sûr en ouais. fait. C'est plutôt Genre. un film Ah des ok. années 2000. Mais c'est un film de 2005, mais qui effectivement a une image un peu moche, qui lui donne une sensation d'être daté. Euh, Est-ce que c'est une comédie américaine de buddy movie un peu genre. alors, c'est une comédie américaine, mais c'est pas vraiment un buddy movie. En fait, les deux personnages que tu vois là sont des amis du personnage principal. C'est pas eux qui sont les personnages principaux. Oh. Est-ce que c'est. Mince, comment il s'appelle à droite notre ami qui joue l'oncle dans Fablemans là, j'ai oublié son nom. Seth Rogen. Est-ce que c'est Eh Seth ben, Rogen à écoute, droite là? je te propose de passer à la deuxième image qui te donnera la réponse à ta question. Ah, c'est bien cette. Ah bah oui, C'est tout à fait Seth je me Rogen. suis dit, c'était sûrement un film genre C'est ça. C'est un film de Judd Judd Apatow. Apatow. Est-ce Ouais, que c'est 40 ans toujours puceau? tout à fait, tout à fait. C'est 40 ans toujours puceau, avec Steve Carell dans le rôle titre et, voilà, Paul Rudd à droite. D'ailleurs, Avec on un dirait qu'il t-shirt a de un Paul poster de Rudd. lui-même plus vieux, mais c'est pas le cas, je pense. Mais Ah bon? bah, ce C'est drôle de. serait. Je T-shirt de pense, lui-même avec une barbe. C'est drôle je comme pense que c'est t-shirt. pas lui, mais je me souviens plus de ce moment-là en particulier. Mais voilà. Et effectivement, c'est 40 ans toujours puceau. Hmm. Alors, Ah, mais ça, c'est un film. C'est un film Karim Debachesque. tout à fait. Sur lequel il a fait un épisode de Crost à l'époque. Je m'en souviens Alors, pas. en fait, ça ressemble un peu à un film Bresson dont on avait parlé qui est The Last Starfighter, mais c'est pas Ah, bah ça. c'est à lui que je pensais. Voilà, Ok. ça ressemble parce que le teenager a la même tête et joue à des jeux avec des vaisseaux, mais ce n'est pas celui-là. C'est un film plus connu, notamment parce que son acteur principal est un acteur un petit peu connu, que tu peux peut-être essayer d'identifier. Enfin, Mais c'est le connu. même. C'est le. C'est le même acteur que dans The Last Starfighter, non? Dans The Last Starfighter, c'est un acteur relativement inconnu. Ah, ok. Et là, c'est un acteur qui est plus connu parce qu'il joue dans La folle journée de Ferris Bueller. Ah oui, bah c'est ce qui me semblait. Mais il me semblait que c'était lui qui jouait dans The Last Et non, Starfighter. et Pas non, du tout, donc. et non. Mais effectivement, enfin, deux films de la même émission qui ont la même tête, c'est tout à fait logique que tu aies compris, enfin que tu aies confondu.
Bah, donc c'est Matthew Broderick qui joue à des jeux vidéo. Mais Ah, bien, non, c'est pas. Non, c'est à ce film-là que je pensais depuis le début, c'est War Games. c'est War Games exactement. Ouais, C'est à avec lui. Non, je John pensais Bonham. pas de la Starfighter, je pensais à Ok, War Games. ok. Je pensais à War Games. Effectivement, c'est War Je suis Games, confus. petit adolescent geek qui se met à pirater par erreur l'IA qui gère la bombe nucléaire. Rien que ça. Et ouais, les années 80, c'était une Eh folle oui. époque. Ah, rigolo ce plan. Rigolo. Mais alors ça, j'avoue que je n'ai pas vu le Ah, film et j'ai découvert dans le blow-up que ce film ressemblait notamment à ça, qu'il y avait un plan comme ça dans ce film. Et oui, ça m'a c'est surprenant. surpris. Ouais, Je ça m'a connais surpris. ce film. Je me remets une image dans un instant. J'arrive. Le chat doit pouvoir identifier ce comédien principal, puisque c'est une star interplanétaire, internationale. Même si là, Tout à il fait. est digitalisé via des moyens techniques que nous n'osons pas imaginer, mais Ouais, c'est Leonardo DiCaprio. c'est tout à fait le petit Leo. Le petit Leo dans un film Ouais. des années 4... fin des années 90. Je vais vérifier. Je crois que c'est 99 ou 2000, 2001. C'est entre 99 et 2001. 2000, ouais, 2000, 2000, ok. tout à fait. C'est un film de Danny Boyle Et ouais, avec petit DiCaprio, photographié par Darius Khondji. Rien que ça. c'est vrai ça, c'est vrai. D'ailleurs, vous voyez probablement la seule fois qu'un jeu vidéo s'est retrouvé en format cinémascope comme ça. Bon, en vrai, c'est un film plutôt obscur, hein. Je pense que. Ah, bah, c'est La Plage. Ah, voilà, Bravo. c'est la plage. Bravo, Bon, Cyril. obscur, obscur. N'exagérons pas, ça reste DiCaprio, Danny Boyle, mais effectivement, c'est le plus connu ni du cinéaste ni de l'acteur. Ouais. Image suivante, alors là, c'est compliqué d'identifier le film tel Ça a quel. l'air si dur. Mais je vous fais le pitch, et peut-être, si vous êtes un peu aficionados, vous pouvez trouver. Ok. Euh, Tu vois que ce pauvre monsieur est électrocuté par la machine, Ouais. parce que les machines se rebellent. Et c'est ça le pitch du film. Et c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Est-ce que c'est un film de Carpenter? Eh bien non, c'est un film de Stephen King lui-même. Et si tu veux tout savoir, en fait, c'est un film où il y a eu plusieurs adaptations donc c'est un film des années 80, mais plutôt de la deuxième moitié, où Stephen King s'est dit, j'en ai marre de voir des gens adapter mes romans ou mes nouvelles et pas faire ce que j'avais écrit. Du coup, je vais le faire moi-même. Et quand il a fini le film, il s'est dit, j'avoue, c'était plus dur que ce que j'avais prévu. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, hein. Alors, ça voilà, si avec cette description-là, vous ne l'avez pas, vous ne trouverez pas. C'est un film qui s'appelle Maximum Overdrive. T'as jamais entendu parler de ce truc? J'ai déjà entendu ce nom, mais je savais pas que c'était une ref à un film ou à un livre de Stephen King. Ouais. Ouais, en gros, c'est des gens se retrouvent piégés dans une station-service parce que toutes les machines veulent les tuer, y compris les voitures à l'extérieur. Ok, Voilà. rigolo. Il y a un peu, voilà, c'est la part des séries B des années 80 qui tomberait aujourd'hui dans la case nanar. Alors là, on change d'époque, on change même de pays, si tu veux tout savoir. C'est un vrai jeu, ça? Ce n'est pas un vrai jeu, je pense. Ouais. Et je dis ça parce que c'est dans la diégèse du film un jeu que les personnages développent. Ah, Mhm. mais c'est encore un film obscur, ça, non? C'est pas un film si obscur, non. C'est par contre, comment dire, le jeu vidéo est pas directement lié au sujet du film, donc c'est tout à fait probable que tu Ah, vois très ok. bien de quel film il s'agit sans savoir quel film c'est. Ok, c'est hyper annexe. Et c'est en fait c'est le métier de la personnage principale. Mais quand je te dirai qui joue la Mais personnage ça me dit un principale, truc. ça deviendra tout à fait incongru. Je pense que je l'ai déjà vu, ce film. Est-ce que quelqu'un dans le chat a Je une suis petite idée, mais convaincu c'est, de l'avoir vu. je peux te dire, bon, c'est un gros indice, mais la développeuse de jeux vidéo, c'est Isabelle Huppert. Oui, c'est bon, je me souviens. C'est un film de Paul Verhoeven. Et ouais, film de Eh oui, 2016. oui, c'est bon. I remember. Oui, et c'est un truc très graphique avec beaucoup Enfin, je parle du jeu, mais, enfin du film aussi, mais avec pas mal de sexe, de Ouais, tout à nudité et fait, tout. tout à fait. Et oui. Est-ce que je vends la mèche? Ah bah, je t'en prie, je pense que la mèche t'appartient. C'est Elle de Paul Verhoeven. C'est elle de Paul Verhoeven, tout à fait. Isabelle Huppert qui fait un jeu. Ouais. Ça, c'est beau. Alors, l'image suivante, j'ai pris parce que ça me fait rigoler, mais je sais pas si t'as vu le film, mais Je pense pas. c'est une sorte de film parodique de film d'action qui utilise ce truc de body count un peu comme une blague, comme si le personnage principal avait tué énormément de gens.
Ah, cela dit, non, je pense que je l'ai déjà vu ce film aussi. Ça me Est-ce dit que un truc. ça te dit un truc? Donc tu T'as reconnais d'autres au petits bandana que indices? tu reconnais au bandana que c'est une parodie de Rambo. Ouais. Ça, c'est le deuxième des deux films de cette franchise, qui sont voilà, du coup deux films parodiques. Le premier étant plutôt parodique de Top Gun et le deuxième plutôt de Rambo. Bah, je pense que j'aurais pas en fait. C'est des films avec Charlie Sheen. Ah ouais, j'aurais pas. Je sais pas si tu connais ces films Non. des As, enfin, ou de un des As, je crois. Ok. Euh, c'est Hot Shots. Donc là, c'est Hot Shots 2, Ok. où il y a cette espèce de blague. Voilà. Ça, c'est Hot Rigolo. Shots 2, où il tue tout le monde dans un campement. Il y a le bodycam qui monte à l'infini. Oula, c'est dur là. C'est un peu dur, mais je me suis dit peut-être, Loïc étant un cinéphile level extrême, peut-être tu l'aurais. Bah oui, grave. Level extrême, hein. Level extrême. Euh, J'ai comment je aucune peux idée de ce te que c'est. te Aucune payer? idée, absolument aucune idée. Ce film a eu la Palme d'Or. Oh waouh. Mais Et en plus c'est très drôle. C'est un Jerry Count. Genre c'est une ref au film de Gus Van Sant. Genre c'est Casey euh, Affleck et Matt Damon. c'est vrai que c'est marqué ça. Mais même c'est Ah oui, Casey c'est vrai que Affleck c'est là le ah bonhomme oui, à c'est vrai que droite. c'est. Et Je c'est m'étais jamais fait la remarque, mais du coup, c'est vrai que j'avais même pas fait gaffe en prenant le screenshot parce que j'avais en tête ça et je m'étais pas fait réflexion quand j'ai vu le film il y a 30 ans. C'est un énorme indice par contre pour trouver le film en fait, d'avoir repéré ça. Mais très bien joué, effectivement, c'est un Jerry Count où il tue les personnages de Jerry. C'est hyper bizarre, j'avais pas remarqué. Est-ce que c'est Elephant de Gus Van Sant? Ouais, Elephant, ouais. Ouais. Ah Ça waouh, doit- ça veut dire qu'il s'est fait une auto-ref comme ça. ouais, c'est bizarre. Et je pense qu'il a été obligé d'inventer un jeu et du coup il s'est dit je vais transformer mon film en jeu de tien. Eh ben. Mais effectivement, il y a d'ailleurs ce parallèle peut-être un peu douteux dans le film, en tout cas, où il refait exactement le même plan ensuite Hmm, pendant la tuerie de Columbine, comme s'il y avait une sorte un peu de, en une tout cas, de lien, prolongation. Enfin, quel qu'il soit entre les deux, ouais, tout à fait. eh ben. Alors là, on rentre dans les deux suivants sont Ah assez oui. compliqués en tant que tels, mais peut-être tu l'as celui-là, non? Tu as dit Ouais, ben ouais, oui. grave. Je suis. Ouais, Non, je disais yes. ben oui, c'est dur. C'était Ben ben oui, c'est dur. oui, c'est dur. C'est ça. Mais j'avais prévu de vous donner un indice qui est, on a déjà parlé de ce ou cette cinéaste pendant ce quiz. Quoi? Et ouais. Il y a déjà eu un plan d'un film de la même personne. Cinéaste célèbre? Cinéaste, c'est assez célèbre. Ouais. Oui, c'est pas le deuxième film de Stephen King. Là. Je me serais pas permis. Mais du coup, tu as Donc déjà on a une vu idée qui? de. Tu peux avoir une idée du Cameron pays où ça se passe. Ça peut te aux donner aussi un bon indice. États-Unis? Non. Audition? Non, mais on est au Japon. Mais on a dit un cinéaste japonais? Non, parce que c'est pas un film japonais, mais ça se passe au Japon. C'est un film Hmm. américain qui se passe au Japon. C'est pas Danny Boyle, c'est pas Non. James Cameron, Non. ce n'est pas qui d'autre on a dit de connu. Mhm. Gus Van Sant au Japon. C'était pas Gus Van Sant. C'était un peu plus tôt dans le quiz. Je ne saurais pas mis quand même côte à côte. Des indices, des indices, des C'est un film que tu indices. n'as pas trouvé pendant ce quiz. Mais ça, j'en suis conscient. Je suis en train de le Pourtant, chercher. non, mais quand on a croisé Ah! la même personne, tu n'avais pas trouvé le film. Et tu noteras que je fais beaucoup Ah! d'efforts pour dire personne, pour ne pas avoir à dire D'accord, réalisatrice. c'est Lost in Translation. C'est Lost in Translation, tout à fait. Il y a beaucoup de séquences comme ça dans un peu les salles d'arcade et tout, Tokyo Mais oui, Elite. bien sûr, bien sûr. Sofia Tout Coppola à au fait. Japon. Plan suivant, c'est Level Oh Infini. waouh. Ah oui. J'ai hésité à l'enlever, mais je me suis dit c'était dommage parce que comment dire, c'est pas le même genre de cinéaste que ceux qu'on a croisés jusqu'ici, puisque c'est un documentariste français extrêmement célèbre qui s'est souvent intéressé, enfin en tout cas plusieurs fois intéressé à la question du jeu vidéo. C'est au Japon? Alors ce moment-là exactement, je crois que c'est au Japon, mais c'est un peu un film de montage, donc on voyage. D'accord, donc c'est Chris Marker. Tout à fait. Et c'est Sans Soleil. C'est Sans Soleil, oui, absolument. Il y a Let's des go. plans comme ça dans Sans Soleil.
C'est juste documentariste français jeux vidéo au Japon. J'ai fait, Bah, ça me semblait, tu vois, je me suis dit avec ça, fait ils des peuvent, connexions un peu là. peuvent trouver. Ouais, eh bien. Ok, il nous reste que deux Je pensais images. pas que j'allais. Tes Bah, indices ont fait tout tu le vois. job, hein. J'aurais jamais trouvé sans ça. Oui, mais disons que le photogramme était livré avec. C'était prévu comme, comme un package. Ah, Est-ce que tu as une idée? no. Alors, j'ai pris ce plan parce qu'il y avait la télé avec le jeu de combat. Mais ce qui est marrant dans la séquence, c'est qu'ensuite, il y a une bagarre filmée elle-même comme un jeu de combat. Ah, mais ça me dit un truc aussi, ça. Mhm. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme indice? C'est un film français. C'est un film de Luc Besson. Non, mais c'est un peu la même époque. Un peu le... Je crois que c'est une production Besson, mais je suis pas 100% sûr. Est-ce que c'est. Ah, ouais, non, c'est pas un film français, ça. Je crois que c'est une production Besson, ouais. Tic tac touc. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un film de l'an 2000. Mhm. Un film de Mathieu Kassovitz. Est-ce que tu as une idée En de ce que ça couleur? peut être? En couleur. C'est pas Babylon AD, du coup. Non, Moi, j'ai le Babylon AD et La haine. C'est les seuls films de Kassovitz que j'ai. Donc, c'est entre les, je suis un peu entre foutu. les deux. Film, c'est un polar adapté Ah, d'un... Les Rivières Pourpres? Exactement, d'un roman policier. C'est Les Rivières pourpres, ouais. Je sais pas Eh si t'as ben. déjà vu cette séquence-là, mais c'est assez marrant parce qu'ensuite, Vincent Cassel se bat avec les mecs, filmés du coup de profil. Ah, bah attends, allons regarder ça. Allons regarder ça, c'est assez marrant, c'est assez marrant. Je pense Rivière. que dans la continuité du film, ça ne s'intègre pas bien. Je n'ai pas vu le film en entier, mais je soupçonne. Mais la scène est un peu marrante. Mais la scène est marrante. Bah, c'est ce qui compte. On est là pour s'amuser. Ouais. Et puis surtout, Attends, ça permet à Vincent Cassel de faire montre de ses talents de capoeira et compagnie. C'est un homme de plein de talents. Là. Bientôt un react, bien sûr. Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, Matrix 4. Est-ce que c'est cette séquence? Alors, voilà, tout à fait ça. Tout à fait ça. Ce Crimson Rivers, bien sûr. Tu peux skipper, je pense, au moment où les gens ont commencé à regarder. Voilà, là, il y a le plan que je vous ai montré. C'est Rue Judor en face? Non. Pas du tout. Là, Non. il est en mode, je suis policier, je veux des informations. Et en face, ils disent, tu veux pas plutôt qu'on se tabasse? Et après, ils passent. Ok, ok. Ah oui, ça Voilà, tu peux va. C'est avancer long, c'est long. jusque par là. Voilà, là, on y est là. Bon, ça va. C'est pas si radical que ça. Bah, alors là, je sais pas si t'as le son, mais je crois qu'on entend encore les bruitages du jeu vidéo à côté, donc la scène est quand même un peu bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors t'es chaud là? Viens te cogner maintenant. Viens te cogner, espèce d'enculé, hein? Allez, viens. Mais c'est un peu rigolo. Ouais, c'est vrai, ok. Ouais, c'est la musique qui joue quoi. Ouais. Alors je sais pas si le chat a le... Ah non, si c'est moi qui ai coupé le son du live. Voilà, il fait des petits high kicks et tout. Voilà, et le dernier plan du quiz est un peu une blague parce qu'ils font un peu un petit parallèle rigolo dans Blow Up. Du coup, je me suis dit que j'allais garder ce plan-là comme plan Allez, de fin de c'est quiz. parti. Ah, bah c'est ton film préféré ça. Ah bon? C'est Non. Notorious. Non, c'est pas Notorious, non. Ah mince. C'est pas Notorious. Il y a pas un moment où il se met à braquer comme ça. Ingrid Bergman. Ingrid Mais Bergman. effectivement, C'est Ingrid Bergman. c'est Ingrid Bergman, tout à fait. C'est un film de Hitchcock. Tu Ah. étais pas loin, mais ce n'est pas celui-ci. Ingrid Bergman en noir et blanc de Hitchcock. Il reste quoi? Je vérifie ce que je dis, mais oui, tout à fait. Et la personne qui... Alors, j'ai pas vu le film, mais je suppose que la personne qui braque le flingue, c'est Gregory Peck. Si ça peut donner des indices aux aficionados. Ah, donc il y a une séquence faite par Dali dans le film. Bien sûr, bien sûr. Très bien. On y est. On a le PEC, on a le PEC résistant. Le Gregs. Est-ce que les gens dans le chat vont l'avoir? Cette dernière petite question, même si ce n'est pas vraiment un jeu vidéo. C'est une petite joke. Film Et de Hitchcock, il avec a, Dali, avec il a Gregory trop Peck, joué, Ingrid il a trop Bergman. joué à Call of ou quoi, en fait?
Vas-y, je vais en profiter. On va finir ce stream sur la petite séquence de Dali dans le film. Allez, c'est beau ce qui se passe. On fait Ah découvrir ouais. des trucs aux gens. Ça me plaît. Si personne ne l'a dans le chat, je vais vendre le poteau rose rapidement. Tu vas allumer la mèche du poteau rose. Et c'était La maison du docteur Edwards. Tout à fait. La maison du docteur Edwards de Alfred Hitchcock. Et 1945. vous voulez tous voir la séquence de Dali dans ce film. Le Dali Dream épisode. C'est parti. Les petits yeux là. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room kissing everybody. She came to my table first. Did you recognize this kissing bug? Well, I'm afraid she looked a little like Constance. Uh-huh. This is plain, ordinary wishful dreaming. Go on. Well, I was sitting there playing cards with a man who had a beard. I was dealing to him, and I turned up a 7 of clubs. He said, "That makes 21. I win." But when he turned up his cards, they were blank. Just then, the proprietor came in and accused him of cheating. The proprietor yelled, "This is my place, and if I catch you cheating again, I'll fix you." I'm sorry about that kissing bug. I'm glad you didn't dream of me as an egg beater, as one of my patients did. Why, what would that mean? Never mind. Well, does it make any sense to you what I dreamed? Not yet. You're trying to tell yourself something. What it is, we'll figure out later. There's a lot more to it. Go on and try to recall the details. The more cockeyed, the better for the scientific side of it. He was leaning over the sloping roof of a high building. It was the man with the beard. I yelled at him to watch out. Then he went over, slowly, with his feet in the air. Then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney, and he had a small wheel in his hand. I saw him drop the wheel on the roof. Suddenly, I was running. Then I heard something beating over my head. It was a great pair of wings. The wings chased me and almost caught up with me when I came to the bottom of the hill. Et voilà, c'était Dali Hitchcock pour vous servir. Magnifique, magnifique. Voilà, Si on merci avait pour cru ton petit que- quiz, mon cher Si on Fred. avait cru que It's the Night nous amènerait jusqu'ici. On On n'aurait pas a bien cru. voyagé. Et La ouais. vraie question, c'est quels vont être les films de la semaine prochaine, du coup? Là, ça commence à tarir un petit peu. La grosse Ouais, sortie de on peut semaine, c'est retourner tous les là-dessus. Wolverine. Donc, C'est 29... Non, c'est 31 juillet 31 juillet c'est 31 2024. juillet, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, tac. Ah oui, du coup, il y a le Ty West. Pour des petites C'est ça, ouais, il y a curiosités, Maxine, le troisième volet de cette trilogie horrifique X, Pearl et maintenant Maxine. Ouais, ça, je pense que ça peut être un sujet, ouais. Ça, je pense que, du coup, vu qu'ils vont faire une sorte de petite rétrospective des 3 films d'un coup, donc X, Pearl et Maxine, je vais essayer d'aller me les faire. Comme ça, je pourrais vous en parler avec un peu plus de personnalité. On nous demande dans le chat si on a un film qui nous fait systématiquement pleurer. Dis donc. Moi, c'est Maxine. J'ai pas vu encore, mais je le sais déjà. Étonnante question. Moi, je sais Ouais, que comment ça il y a des scènes qui me font systématiquement pleurer. Là, tout de suite, me vient en tête le West Side Story de Spielberg, où à chaque fois, America me fait pleurer. Tellement c'est beau. bien. C'est beau. Tellement ce c'est film. bien. Et récemment, à chaque fois que j'ai revu Canine
de Lantimos, j'ai pleuré pendant la séquence de danse du film. Que tu nous avais montré d'ailleurs dans un Tout précédent à fait. live. Ému par la beauté de la scène, encore une fois. Mais du coup, pas forcément sur un registre Et oui, c'est ça, c'est beau que justement ce soit. de On tristesse, pleure des quoi. fois pour des trucs qui ne sont pas directement liés à l'émotion, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais donner comme film? Alors, pour le coup, dans le registre un peu émotion, c'est sûr que Masque de Bogdanovich, dont je parle souvent, je pleure, je pense, au bout de 3 minutes et jusqu'à la fin du film. Et j'ai un souvenir très ému d'une séance de La Guerre des Mondes que j'avais vue au Forum des Images. C'est la première fois que je le voyais en salle et vraiment j'étais ému dès le tout début du film, alors qu'il n'y a pas encore vraiment d'aliens, etc., mais juste par le, je sais pas, la maestria de Spielberg et la sensation comment dire, d'authenticité qui se dégageait de ce portrait de famille, en fait, finalement. En plus, le film était projeté en 35, donc il y avait un côté presque... j'ai l'impression de voir un home movie, en fait, avec Tom Cruise qui était là par hasard, quoi. C'était un très beau sentiment. Voilà. Et vous, le chat, qu'est-ce qui vous Et fait vous, pleurer qu'est-ce qui vous systématiquement? fait pleurer? Est-ce que c'est Intouchable avec On a François Cluzet retourné, et Omar on a Sy. retourné la séance de thérapie de Ingrid Bergman et Grégory Peck. Donc ouais, la semaine prochaine, Maxine. Ce Et sera moi, je l'occasion de suggérais, regarder un peu du Ty West. mais voilà, l'enterrement de Mozart à la fin À la fin de Amadeus, de j'imagine. Amadeus, je suppose. Hmm. C'est vrai. J'aimerais bien le revoir, Amadeus. Ça fait hyper Mm. longtemps. Ça fait très très longtemps. Alors que j'adore Milos Forman. Vraiment, tous les derniers films de lui que j'ai pu voir, j'étais... La couleur La pourpre, couleur ouais, pourpre. dans le pur mélo, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, C'est tout à fait. ça, Moi, c'est moi la séquence de la couleur pourpre qui m'émeut énormément, c'est encore une scène un peu festive, mais c'est la scène où tout le monde se met à chanter, arriver à l'église tous Ouais, en ensemble, gospel et font tout, une ouais, vraie communion de ouais, gospel, c'est sublimissime, quoi. tout à fait. Et oui, moi je suggérais pour les films de la semaine prochaine le dernier film de Guy Ritchie qui est sorti sur Amazon Prime. Alors Guy Ritchie a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais là celui-ci a plus l'air quand même d'être dans la veine de ce qu'on aime bien chez Guy Ritchie, quoi, parce que c'est une sorte de film de guerre, mais enfin C'est d'espionnage ça. un peu C'est humoristique. le ministre de la sale guerre. Tout à fait, exactement. The Ministry of Ungentlemanly Warfare en anglais, avec Henry Cavill et Et Alex Pétif. Expétif. Ok. Voilà, moi, je ne l'ai pas vu encore. Bah écoute, on le verra. On le regarde avant de prendre une décision. Ça se trouve, c'est Bien sûr. horrible et il n'y a rien à dire. Je vous avoue que moi j'ai un peu peur. Mais disons que ce serait un bon prétexte pour réinviter Julien qui est venu souvent, puisque lui aime beaucoup Guy Ritchie. Donc je me dis, est-ce que finalement, rien que ça ne vaut pas C'est vrai. le jeu en vaut la chandelle, quoi. C'est vrai qu'il y avait Santosh aussi que j'étais plutôt curieux de voir. J'avais très envie de le voir. Qui est sorti donc il y a le 17. C'est vrai, ça commence un peu à... Mais ça avait l'air vachement bien. Mais c'est vrai que oui, je ne l'ai pas vu non plus. En plus, thriller indien, donc un cinéma qu'on connaît peu. J'étais bien partant de voir ça, ouais. Ça. Potentiellement, puis, si le cœur nous en dit. Moi, et- j'irai le voir, je pense. Et puis tu t'es engagé à voir Deadpool et Wolverine, non? On n'avait pas dit Bah ça? oui. Mhm. Bah oui. C'est parce que tu devais Comme voir... si j'avais le temps de le faire. Tu devais voir l'Abbé Pierre à l'époque, et c'est C'est maintenant vrai, que c'est tu vrai, payes, j'ai raté l'abbé Pierre. Mais c'est parce que je savais déjà que c'était tu payes ce gage. un agresseur. C'est ça, ouais, t'avais senti que tout le bien que t'allais dire du film te vaudrait Ouais. d'être cancel. Franchement, est-ce que Maxine Santosh, c'est pas un peu plus vendeur que Maxine, le ministère de la sale guerre? En fait, j'ai vu le trailer de Santosh, et je me suis dit, ah oui, ce genre de thriller qu'on voit arriver Ouais, mais tous les 2 mois, j'avais un peu Bah, peur. pas En fait. forcément. Formellement, je me suis dit, bon, regarde, Voilà. ton collègue de chez Libé a bien kiffé. et C'est ben, qui? C'est Lelo Jimmy Battista, le fameux. c'est vrai ça. Je le connais pas. Non, mais c'est peut-être bien. Hein. Thriller pur et drame social, tu vois, j'ai peur, ça y est, là. J'entends les sirènes du film à sujet qui Oh là m'agressent. là. Ouin ouin. Écoute, à voir. Mais je me dis que Guy Ritchie, c'est quand même marrant. Et il a quand même fait pas mal de films chouettes. Il en a fait deux. Soyons honnêtes. Bah, Sherlock Holmes, c'est Trois. chouette. Trois. Uncle, Parce qu'il y c'est a deux bien. Sherlock Holmes. Snatch, c'est bien. Voilà. Il y a quand même plein de C'est- trucs marrants. Les deux Sherlock Holmes et Snatch, c'est sympa. Voilà. Enfin, Uncle, c'est vraiment chouette. j'ai pas vu. Le Roi Arthur, c'est quand même vraiment rigolo. Enfin, genre, il y a vraiment des idées un peu de fifou. Même The Covenant, qui est son dernier en date, c'est pas trop mal.
Oh là. Après, voilà, il y a des trucs cancer, ça, je dis pas, c'est pas le contraire. Même un homme en colère, en vrai, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, il est fou. Ce mec est fou. Mais non, Je pense qu'il est grand temps de, de mettre fin à ce stream avant que je ne devienne fou. C'est l'été, Loïc. Les gens veulent Henry Cavill avec une grosse moustache et des pistolets. Ouais. T'as Par pas les envie de gens, te j'entends réserver moi. les films de fou du 7 juillet là, Trap et Borderlands. T'as pas envie de garder l'esprit un peu summer pour plus tard. Pour Borderlands, ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, Maxine, ça c'est sûr. Et on vous tiendra au courant pour le deuxième film de la liste. à Merci fait. beaucoup de nous avoir écoutés. Et bisous Clément, bisous tout le monde. Belle Eh soirée. bien, ciao, passe une bonne suite d'été. Bye bye.